Bonsoir Olivier Razemont. Bonsoir Émilie. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit un livre qui est ici, Comment la France a tué ses villes. C'est aux éditions de l'Échiquier. Voilà, bonjour, je suis Olivier Masson, je suis secrétaire de l'association Engagement Citoyen pour le Montargois et membre de base de l'association Vélove. J'ai la tâche redoutable de faciliter la communication ce soir entre tous les membres qui viennent à cette assemblée, nombreux, merci. Et pour l'instant, le premier question qui n'a pas été réglée, c'était le mot d'accueil fait par nos deux présidents. Alors, on ne sait pas qui va commencer. Bon, allez, c'est Édouard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Édouard Weber, je suis président de l'association ECM, Engagement Citoyen pour le Montargois. Donc cette soirée auquel vous participez est organisée par deux associations, d'une part Vélove, dont Guillaume va parler dans quelques instants, et puis ECM. L'association ECM a pour objet de permettre à ses membres de se rencontrer, de travailler ensemble, de réfléchir en commun, d'étudier tous les problèmes de la vie des communes de l'agglomération montargoise, de faire des propositions favorisant l'intérêt général, d'informer et d'inclure les habitants de l'agglomération dans tous ces débats chaque fois que c'est possible. Un de nos objectifs est de permettre à un maximum de personnes d'accéder à une information complète sur les dossiers, les sujets chauds, si on peut dire, de la vie politique locale. Notre ambition n'est pas de faire du sensationnel, en aucun cas, n'est pas de faire non plus du bruit pour faire du bruit, mais bien au contraire, d'approfondir tous les sujets, d'essayer de bien comprendre les ressorts de chaque question. Donc, de réfléchir à toutes les problématiques que peuvent rencontrer les habitants du Montargois. Les décisions qui changent nos vies de citoyens se prennent dans les assemblées d'élus, dans les différents conseils municipaux, mais de plus en plus au sein de l'assemblée des élus de l'agglomération. C'est là que se traitent des questions qui impactent directement notre quotidien à toutes et à tous. Des choix sont faits, des choix forts qui orientent nos vies pour de longues périodes. Qui le sait? Qui creuse ces questions? Qui s'en soucie? Qui accompagne les élus dans leurs choix? Nos élus, et ils sont élus pour ça, font ces choix. Au sein de notre association, Engagement Citoyen pour le Montargois, nous suivons, en tout cas nous essayons de suivre cette actualité. Nous réfléchissons aux décisions prises, nous manifestons notre accord ou notre mécontentement lorsque nous jugeons que c'est nécessaire. Modestement, sans doute, mais en fonction de nos moyens, et on accompagne ces réflexions. Cela dit, notre action a produit plusieurs fruits, je vais en décrire un. Il y a quelques mois, il y a eu un choix de nouvelle délégation de services publics au sein de l'agglomération. Il fallait succéder à la Lyonnaise des Eaux, puisque sa délégation arrivait à son terme l'été dernier. Le prix de l'eau sur le Montargois semblait très élevé, la qualité des services parfois remise en cause, le réseau semble-t-il était mal entretenu, bref, un certain nombre de questions se posaient. Nous avons donc étudié cette question et, comme pour ce soir d'ailleurs, organisé une conférence avec un intervenant qui nous a aidé à voir encore plus clair dans cette jungle qu'est la gestion de l'eau potable et de son assainissement. Finalement, une association est née, les usagers de l'eau de l'âme, parfaitement indépendante de notre association à nous ECM, et qui accompagne la nouvelle délégation de service public qui a été de nouveau confiée à la Lyonnaise des Eaux. Cette association est un nouvel acteur citoyen qui fait partie maintenant de l'équation, qui agit, qui dérange peut-être, qui accompagne sans doute. Les citoyens deviennent donc acteurs de leur vie et de leur cité. C'est notre objectif, notre principal objectif, c'est que nous devenions, nous, acteurs, nous former et accompagner la vie de nos villes. Ce soir, donc, nous nous réunissons avec un projet comparable. Ensemble, essayer de définir quelle ville nous voulons pour nos enfants, nos familles, nos vies à venir. L'organisation des transports à tous les niveaux est essentielle pour une vie plus équilibrée, plus respectueuse des hommes et de l'environnement, mais aussi de la vie sociale de nos quartiers. La désertification des centres-villes de l'agglomération est sans doute une conséquence des choix faits en matière de transport. Quel transport privilégier? Quelle organisation privilégiée? Des choix vont bientôt être pris en matière de transport, qui impacteront nos existences à tous. Qui va choisir? Vous? Non. Nos élus. Si nos débats, nos réflexions, nos actions restent lettres mortes, alors ce choix se prendra exclusivement, et cela dit c'est la raison d'être des institutions au sein du conseil d'agglomération. Nous pensons, nous, que les citoyens du Montargois, les usagers, les habitants, doivent avoir pour ce sujet, comme pour tous les sujets d'ailleurs, leur mot à dire. Ils ont des idées, des souhaits. Chacun d'entre nous a une dose d'expertise, même si on ne le sait pas ou si on ne le croit pas. Nos élus se doivent d'écouter leurs concitoyens, de les solliciter, de leur donner la parole. C'est une de leurs responsabilités. Et ce n'est clairement pas toujours le cas.
Nous, citoyens, devons prendre notre avenir en main. C'est la raison d'être de notre association ECM. Commençons ce soir par approfondir la question, puis soyons acteurs des choix à venir en nous exprimant, en agissant dans l'intérêt général. L'association que je préside, ECM, Engagement citoyen pour le Montargois, porte en ce moment ce débat. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour aborder ces questions dans nos réunions et partager vos compétences et vos connaissances. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Guillaume. Bonsoir à toutes et à toutes. D'ici, vous êtes nombreux. Du coup, donc Vélove Montargis, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, donc c'est une association toute jeune qui a 1 an et demi seulement. Comme vous l'avez vu, du coup, j'ai pas de notes. En fait, on a été un peu pris de court aujourd'hui avec quelques problèmes techniques. Donc, je vais essayer de faire assez succinct. Puis de toute façon, vous êtes venus ici avant tout pour le débat et pas pour m'écouter parler. Donc, Vélove, une association du coup qui défend à la fois le cyclisme urbain, donc bande cyclable, piste cyclable, itinéraire cyclable continu, un plan vélo, un schéma de stationnement cyclable, etc. Donc ça c'est pour le volet ville. On est à la fois pour le vélo, qu'on dit le vélo des champs chez nous, c'est-à-dire le vélo tourisme, et donc l'Eurovélo 3 qui est aménagé à ce moment dans le centre-ville. L'idée de la réaménagement de la voie ferrée Montargis-Sens en voie verte notamment. Et tout un tas d'autres structures, boucle vélo, l'idée d'installer un atelier vélo sur une péniche au niveau du canal en centre-ville. Enfin, on a plein de projets comme ça qui émergent parce qu'on veut non seulement faciliter l'utilisation du vélo, mais aussi le promouvoir et accompagner en fait tous les usagers du cycle sur le territoire. Alors je dis le territoire et je précise rien, je précise pas Montargis, je précise pas Chalette ou Ami, voilà. En fait, on est une des seules associations FUB dans le département et on est surtout la seule association de la F3V, donc l'association française des véloroutes et voies vertes, qui est à l'origine du schéma régional des véloroutes et voies vertes, qui est lui-même à l'origine de toutes les voies vertes qui sont construites à l'heure actuelle en France sur le tourisme, comme celle qui est aménagée en ville. Et de ce fait, nous sommes la délégation départementale pour tout ce qui est cyclotourisme. Donc par exemple, s'il y a une déviation à faire sur la Loire à vélo à Olivet ou à Orléans, c'est à nous qu'on fait appel pour essayer de trouver un itinéraire bis. Voilà, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du territoire qu'on a actuellement. Pour le volet tourisme, nous, pour le volet urbain, on se cantonne plutôt à ce qu'on appelle chez nous le Pays Gâtinais, donc ça regroupe en gros Montargis à 40 km alentour à peu près. Voilà, donc nous on est aussi, du coup, on se veut un peu un agitateur de mobilité pour l'instant parce qu'on est les seuls, entre guillemets, à évoquer la problématique du transport. Il n'y a pas d'association concernant les transports en commun ou concernant les usagers vraiment du train qui le prennent au quotidien. Nous, on est là aussi parce qu'on aimerait qu'à la fin de cette journée, ou que un peu plus tard, on va dire courant 2018, parce qu'on est à la fin 2017, qu'une association plus large voit le jour, où Vélove pourrait s'intégrer une sorte de fédération locale des associations d'usagers de transport, à laquelle Vélove adhérerait en fait tout simplement parce que on déborde naturellement du fait des voies vertes sur les personnes à mobilité réduite, sur les piétons, sur tout un tas d'autres usagers. Mais voilà, nous à un moment on essaye de se recentrer aussi sur notre but premier qui est du coup les cycles. Donc voilà, j'espère que cette conférence va vous plaire. Il y a beaucoup de bénévoles qui se sont mobilisés pour faire en sorte que ce soit retransmis en direct. Et sinon vous pourrez la diffuser en replay sur YouTube, sur les réseaux sociaux à tous ceux qui ne l'auraient éventuellement pas vu. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je laisse les questions venir après, et là ça va être normalement au tour d'Olivier Razemont. Voilà, bonne conférence à tous. Oui. Voilà. Donc nous avons grand plaisir d'accueillir Olivier Razemont. C'était pas gagné il y a un mois, et puis il y a une opportunité qui s'est faite pour qu'il puisse venir au mois de décembre. Ça devait être le 13 décembre, on a décalé au 12 décembre, et donc grâce à la mobilisation et à la compétence de Vélove, en fait, on a pu faire une diffusion, une communication très large, et le résultat est ici. Hein, voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à Vélove qu'on a connu le nom d'Olivier Razemont, et on a aussi découvert le livre qu'il a écrit. Alors je vous en parle un petit moment parce que il se trouve qu'au fond de la salle, vous pourrez vous procurer ce livre qui est Comment la France a tué ses villes. C'est bien ça ? Voilà. Comment la France a... Et donc c'est une deuxième édition, hein, puisqu'il y a une édition fin 2016, je crois, et 2016. Cinquième édition. Oh, c'est un cinquième impression. Voilà. Et donc vous pourrez vous le procurer après la conférence sans difficulté. Voilà. Encore merci de venir nous aider à réfléchir sur ces questions, parce qu'ici, il y a bien sûr des agitateurs d'idées, il y a des gens qui pensent qu'il y a chacun une dose d'expertise, mais on a aussi besoin de recul et on a besoin d'y voir clair.
Alors, la première question, un petit peu pour démarrer, c'est ce mot mobilité qui, pour des gens qui ont une expertise dans un domaine très précis, qui connaissent ces questions-là. Moi, personnellement, je suis professeur d'histoire-géographie, ça me dit quelque chose, mais il y a des tas de gens pour qui ce mot mobilité ne veut pas forcément dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on l'emploie aujourd'hui, ce mot mobilité? Voilà. Olivier, je vous laisse répondre et puis on continuera. Voilà. Une petite demi-heure à peu près de présentation un petit peu de toutes ces notions et puis bien sûr après la parole à la salle pour échanger, pour partager des préoccupations, des points de vue, poser des questions, demander des précisions grâce à l'expérience très large d'Olivier Razemont, qui est journaliste, j'ai oublié de le dire, je suis désolé, voilà, qui tient un blog sur le journal Le Monde, hein, voilà, qui porte sur la mobilité justement, et donc qui a visité beaucoup de villes en France et à l'étranger aussi, et donc qui a un regard sur tout ce qui se passe, les évolutions, parce qu'on a l'impression que ce qui se passe chez nous, et que chez nous que ça se passe, bien sûr. Merci Olivier et merci aussi Vélove et Engagement Citoyen du Montargois. Je tâcherai de revenir une autre fois avec la tenue que je porte sur cette photo, parce que là aujourd'hui c'est pas possible de venir de cette façon. Avec le moyen de transport j'aurais pu aussi, mais en l'occurrence je pense que... merci à tous. Mais effectivement il y a un mois quand vous m'avez contacté, j'étais pas sûr. Ce livre est sorti il y a plus d'un an. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes venu le vendre. Non, je suis pas venu le vendre parce qu'il se vend déjà très bien. Donc j'ai absolument pas besoin de faire des conférences supplémentaires pour tout à fait le dire les choses comme elles sont, mais simplement par sympathie, par amitié et aussi parce qu'à chaque fois que je fais des conférences, j'apprends des nouvelles choses et c'est pour ça que je continue à en faire, même si c'est vrai qu'au bout d'un an, plus d'un an, ça commence à être un peu fatigant à certains moments, mais voilà. Mais disons que je suis venu à ces questions en fait en m'intéressant un peu comme toi en fait à la géographie, en me posant la question de savoir quel était le territoire. Ça m'intéresse toujours, j'adore regarder les cartes, j'adore regarder les cartes anciennes aussi, et au fur et à mesure en regardant ça, je me pose beaucoup la question des transports. J'aime bien voir où passent les lignes de train, j'aime bien voir où passent les routes, où on construit la ville, où elle s'est construite, où on la construit aujourd'hui. Je regarde ça et au fur et à mesure j'ai effectivement fait ce blog, je suis devenu journaliste, j'ai fait ce blog sur le site du Monde sur les transports initialement, et sur la manière de se déplacer au sens large en fait, de la trottinette à l'avion en passant par le paquebot, le RER et le vélo. Et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça posait beaucoup de questions. D'abord je le savais déjà, mais j'ai un peu au fur et à mesure creusé comme ça, année après année. Le blog existe depuis un peu plus de 5 ans. Et je me suis rendu compte que ça avait énormément d'implications sur le territoire. Alors j'ai fait un bouquin sur le vélo qui est paru il y a maintenant presque 4 ans, en fait en 2014, qui a été aussi qui est sorti en poche récemment. Voilà, à nous lui aussi le réimprimer bientôt, et qui s'appelle Le pouvoir de la pédale, qui parle de vélo donc. Et ça m'a donné l'occasion, après la sortie de ce bouquin, de faire ça, c'est-à-dire d'aller dans des villes et d'en parler, à l'invitation souvent d'associations de la Fédération des usagers de la bicyclette, un peu comme Vélove, et à chaque fois, ce que je vais faire demain matin, qui est partir très tôt, ce que j'aime pas faire en fait, là je suis arrivé un peu avant, en milieu de journée, pour me promener dans Montargis, parce que je connaissais pas Montargis, et j'essaie de faire ça à chaque fois, et j'essaie, souvent je reste un peu plus long le matin, là je peux pas, il y a les assises de la mobilité demain dans la journée ou à Porte de la Villette, et je vais y assister. Et donc, ce que j'essayais de faire à chaque fois, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en France. Il y a beaucoup de problèmes en France. C'est quand même un pays riche, ne pleurons pas trop, mais c'est vrai qu'il y a un problème en France, en particulier avec les villes moyennes, avec les petites villes et les villes moyennes. Et ce problème, souvent, il n'est pas très connu. Il est connu localement. Il y a les vitrines vides, c'est la chose la plus visible, c'est la chose la plus frappante. On est frappé de ça, on le sait. Les commerçants évidemment le subissent en premier, et puis les élus s'en rendent compte, les habitants aussi, les associations de citoyens. Il y en a dans beaucoup d'endroits, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles font la vitalité, elles donnent de la vitalité à la ville. Et il y en a dans beaucoup d'endroits. Il n'y a pas qu'à Montargis, il y en a à Limoges, il y en a à Castres, il y en a à Aubenas, etc. Et à chaque fois, cette situation-là, on voit ces vitrines vides, on voit que sa situation s'aggrave. C'est pas quelque chose qui est nouveau dans certains endroits, mais par contre, ça s'aggrave. On est aujourd'hui en France à un taux
de vitrines vides d'après les comptages qui sont faits par une fédération d'enseignes. On est à 11,7% de vitrines vides dans toute la France, dans 350 villes en France, dans les centres-villes, dans les hyper-centres-villes. L'an dernier, on était à 11,3%, l'année d'avant à 10,4%, etc. Donc ça, c'est une situation qui s'aggrave assez nettement. Et on est donc le constat qui est fait localement. D'une part, il ne dépasse pas forcément, il ne quitte pas la situation locale, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire à certains endroits que ça nous arrive qu'à nous. Et on m'a dit à Digne-les-Bains le mois dernier, dans les Alpes de Haute-Provence, que c'était forcément une question liée à la ruralité. On m'a expliqué à Besançon quelques jours plus tôt que c'était seulement une question qui touchait les villes de Nord-Ouest. Et à Évreux, on m'a expliqué que ça touchait le grand bassin parisien. En fait, non, toutes les villes sont touchées, sauf peut-être les très grandes, mais sinon c'est quelque chose qui est très répandu. Et puis, c'est pas non plus quelque chose qui est très connu nationalement pour une raison simple et je le résume de cette façon de manière un peu, comment dire, avec juste une phrase, donc c'est vraiment un résumé. Les Parisiens ne connaissent pas la France. C'est pas juste les Parisiens, c'est pas personne connaît la France en réalité, mais simplement les décideurs politiques, économiques, médiatiques n'ont pas la connaissance des villes moyennes, pas la connaissance des petites villes. Ils voient en gros, il y aurait, alors c'est le discours qu'on entend partout depuis 5 ans, qui est la France périphérique. Alors je sais pas très bien ce que c'est que la France périphérique, mais il y aurait d'un côté les métropoles et puis de l'autre tout le reste. En fait, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les villes moyennes et les petites villes. Il y a les banlieues des petites villes, les agglomérations avec 3 ou 4 villes à peu près de la même taille, c'est pas exactement la même chose. Il y a les stations touristiques, y compris dans des régions qui sont censées être déshéritées, etc. Malo-les-Bains, à côté de Dunkerque, qui fait partie de la ville de Dunkerque, par exemple, est-ce que c'est la France périphérique ou pas, etc. Il y a toute une série, la France est plus complexe que simplement une opposition, qu'on aime beaucoup, on aime beaucoup les oppositions en France, mais entre quelque chose, des endroits et des gens qui seraient tous riches, et puis des endroits et des gens qui seraient tous déshérités et abandonnés, etc., etc. Et quand le sujet est en train d'émerger, et moi j'ai dit à mon éditeur, il faut faire un bouquin sur cette histoire de ville moyenne, et je lui ai dit, il faut l'appeler comme ça, comment la France a tué ses villes, parce que le phénomène n'est pas encore assez connu, et il faut l'appeler, et il faut la couverture que vous voyez là, qui est une boulangerie de Digne-les-Bains d'ailleurs, que j'avais prise en photo, mais j'en ai des photos comme ça, j'en ai des centaines. Je lui ai dit, c'est une boulangerie, ça montre bien ce qui est en train de se passer, il y a de moins en moins de boulangeries. Et donc j'ai regardé ça, et j'ai essayé de me comprendre ce qui se passait, de comprendre aussi pourquoi le phénomène était finalement peu visible, ou peu, pourquoi on en parlait assez peu. Et je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin. Enfin, je m'en doutais déjà, j'avais déjà vu, bien évidemment, mais j'ai regardé, d'abord, j'ai continué à me balader un peu dans les villes, etc. Et puis, parler avec des gens, essayer d'apprendre, aller à des colloques qui se déroulaient sur ce sujet-là. Et puis, j'ai regardé les statistiques et je me suis rendu compte que c'était bien plus que la question des commerces. C'est-à-dire qu'on a tendance à résumer ça à cette affaire de commerce. On a tendance à dire, oui, regardez, les commerces sont morts, les commerces meurent, c'est OK. Mais désolé, mais la ville, c'est pas seulement les commerces, c'est pas seulement les commerçants. Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit aussi que dans toutes les villes, il y a des logements vides. Il y a, à Montargis, il y en a 14% de logements vides. Il y a la population qui diminue. Et alors bien sûr, c'est vrai ici aussi, je sais, mais c'est vrai aussi à Périgueux, qui a perdu 10 000 habitants en 30 ans. C'est vrai à Saint-Étienne, qui a perdu 50 000 habitants. Autun, Nevers, et je vous en passe. Et même des villes qui sont considérées comme dynamiques. Vannes, dans le Morbihan, a pas gagné d'habitants depuis 15 ans. La Roche-sur-Yon, je crois, on a soit légèrement perdu, soit légèrement gagné. En tout cas, Cholet, dans la même situation. Donc des villes, même les villes d'Alsace, qui sont souvent considérées là aussi comme dynamiques, Haguenau, Colmar, connaissent également des situations assez similaires, peut-être un petit peu moins. C'est sûr que la désindustrialisation pèse parfois plus lourd à certains endroits, mais dans l'ensemble, on a des situations assez similaires. Et quand on regarde le territoire, est-ce que j'aime bien me balader. Quand j'arrive dans une ville, aujourd'hui je me suis baladé qu'à pied, mais souvent ce que j'essaie de faire, si j'ai le temps, c'est de prendre le bus, c'est de louer un vélo si ça se présente, et je me rends compte que finalement on assiste à peu près à la même chose partout, c'est-à-dire une désorganisation de la ville, mais un éclatement de la ville en fait, dans plusieurs directions. Alors on a bien sûr le commerce, évidemment les zones commerciales qu'on continue de construire aujourd'hui, c'est pas fini, avec des chiffres qui sont assez simples. En France, la population, la croissance, la consommation continue de croître chaque année de 1 à 2% par an. C'est pas mal en fait. Enfin, c'est un pays riche là encore. Faut le rappeler aussi. Et puis alors c'est pas uniforme. Il y a des endroits où c'est plus, des endroits où c'est moins, mais bon. Et là, le nombre de mètres carrés de surface commerciale continue de croître, mais continue de croître en ce moment. Je parle au présent et je parle en fait
également au futur, de 3 à 4% par an. Donc, en fait, on construit des zones commerciales dont le consommateur n'a pas besoin. Évidemment, l'écart, les deux courbes s'éloignent de plus en plus. On continue à construire des zones commerciales. Il y a encore, j'ai croisé la semaine dernière dans une conférence de presse j'étais furieux, ça se voit peut-être, mais dans une conférence de presse qui était consacrée à cette affaire de centre-ville, parce que c'est comme ça que c'est, alors que la question est plus complexe que simplement le centre, c'est aussi la ville dans son ensemble. En tout cas, la conférence de presse était consacrée à ça, et là, il y avait un représentant du groupe Casino qui est venu expliquer que il y a peut-être des endroits où il y a déjà assez de centres commerciaux, mais il y a des endroits qui en ont besoin parce que vous comprenez, ils font concurrencer la ville voisine. C'est la grande affaire à chaque fois, et je sais que c'est le cas aussi à Souques, donc je le dis, à chaque fois c'est pareil. Je suis allé à Nevers, on m'a expliqué qu'il fallait concurrencer Moulins et Bourges. Je suis allé à Bourges, on m'a expliqué qu'il fallait concurrencer Nevers, et vous croyez qu'à Moulins, ils essaient pas de concurrencer Nevers aussi. Et des exemples comme ça, il y en a malheureusement dans toute la France. À chaque fois, il y a cette espèce d'idée qu'on va faire un nouveau centre commercial pour concurrencer, pour empêcher l'invasion commerciale, etc. En fait, ce qu'on fait fondamentalement, c'est à chaque fois tuer encore plus la ville, les commerces du centre et les commerces des différents quartiers qui souffrent également énormément de cette situation-là. Et en fait, on est en train, alors je vous ai parlé du commerce, mais on a fait ça dans beaucoup de villes, et je crois que c'est pas le cas à Montargis, et je trouve ça bien. Mais on a beaucoup pris les équipements de la ville. On les a mis en dehors. Il y a des tas de villes aujourd'hui encore où on prend le siège de la Banque de France et on le met à 3-4 km, c'est arrivé à Poitiers le mois dernier, où on prend un cinéma qui était dans le centre-ville, c'est arrivé à Bar-le-Duc aussi le mois dernier, et on le met à l'extérieur de la ville. On prend Pôle emploi, on fait la même chose avec l'URSSAF, avec la Caisse primaire d'assurance maladie, avec toute une série d'équipements à l'hôpital. L'hôpital, c'est une grande affaire et ça s'est fait, et ça continue de se faire, mais ça s'est fait massivement depuis 20 ou 30 ans, avec à chaque fois des arguments qui semblent tout à fait cohérents et logiques. On aura des locaux plus lumineux, plus grands, etc. Tout le monde plaide pour ça, on modernise, mais le résultat pratique, on se pose pas la question de l'emplacement. Je dis pas qu'il faut pas moderniser, mais on se pose jamais la question de l'emplacement. On regarde la géographie, et j'en ai croisé des géographes, moi je suis pas géographe, j'ai suivi des cours d'histoire géo, j'ai regardé des cartes un peu, je m'intéresse beaucoup à ça, mais j'ai croisé des géographes universitaires. Les journalistes font des livres en 2 ans, et ensuite ils apprennent davantage de choses que ce qu'ils ont écrit dans le bouquin. Les géographes, eux, les universitaires, ils étudient pendant 25 ans, ensuite à la fin ils sortent un livre qui résume leurs pensées. Bon, enfin, c'est très bien, moi je ne prétends pas être universitaire, je ne le serai pas, et je ne prétends pas les concurrencer. Simplement, j'en ai croisé quelques-uns qui m'expliquaient que tout ça, mais non, ça touche le nord et l'est, et puis en fait les autres régions du pays sont pas touchées du tout. Il faut regarder à l'échelle de l'agglomération. Sauf que je pense qu'à certains endroits, il faut regarder à l'échelle de l'agglomération, bien sûr, mais il faut aussi regarder à l'échelle de la ville et du quartier. Et ces différentes échelles, entre le petit trait qui fait 50 mètres et le même petit trait qui fait 10 km, il faut regarder à tous ces niveaux-là pour comprendre la ville. Alors c'est pas toujours facile, c'est même assez compliqué, mais il faut le faire, et il faut se poser à chaque fois qu'on délocalise un équipement ou qu'on se dit tiens, mais ces 2 trucs de Pôle emploi, on pourrait les regrouper, comme on l'a fait il y a quelques années avec la NPE et puis je sais plus quoi, la ZCDIC, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on les met? La tentation a été de les mettre à l'extérieur. Il faut se poser la question de savoir où ça se trouve exactement, où est-ce qu'on met ça, est-ce que c'est accessible, de quelle façon, et est-ce qu'on ne pense pas, et là j'y viens parce que c'est tout à fait fondamental dans cette affaire, et je crois que c'est Édouard qui l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on fait un équipement, ou est-ce qu'on fait la ville en partant du principe que de toute façon tout le monde a une voiture et tout le monde va se déplacer en voiture pour tous les trajets? La réponse est généralement oui, c'est comme ça qu'on fait la ville, et c'est comme ça qu'on fait la ville depuis 50 ans. Alors, quand je dis ça, je ne dis pas, personne ne dit d'ailleurs, jamais, qu'il faut supprimer la voiture partout, personne ne dit ça, jamais. Par contre, il faut se poser cette question de savoir, est-ce que vraiment tout le monde doit pouvoir se déplacer en voiture pour tout? Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a plus besoin des villes. On fait tout ailleurs, il n'y a plus assez de place dans les villes, par définition. Quand bien même on entasserait les voitures encore plus, et on les mettrait partout, ça ne fonctionnerait pas. Et donc malheureusement, on continue à construire le territoire, à se dire, tiens, ici, au sud, près de la Nationale, on va mettre une nouvelle zone commerciale, après tout, c'est très bien, les gens n'iront qu'à y aller en voiture, d'abord, ils ont tous une voiture. Sauf que c'est faux. À Montargis, il y a 33% des foyers qui ne possèdent pas de voiture. Je pense qu'à Chalette, on est à peu près autour de 20%, d'après les statistiques de l'INSEE que j'ai vues. Des foyers. Ça veut dire qu'il y a aussi des foyers qui ont une seule voiture, avec une partie donc l'un ou l'autre, généralement c'est l'un, qui l'utilise et l'autre qui ne l'utilise pas.
quand on regarde cette organisation de l'espace, on se dit mais on est en train de continuer en fait à organiser le territoire comme si l'espace était très large, et on le fait, on continue à se dire qu'il faut aller plus vite, plus loin. Et je l'ai vu, d'ailleurs je l'ai vu cet après-midi à Montargis, mais je l'ai vu dans beaucoup d'autres villes également. On voit plein de voitures partout dans les villes qui traversent la ville. Et bon, on se dit très bien. J'imagine que les gens ont une raison. Alors certains ont une raison. Et ils ont une raison, c'est parce qu'ils travaillent loin. Bon, ou alors ils ont fait des courses loin. Ou alors ils sont en couple avec quelqu'un qui est plus loin. Et donc on comprend la logique. Et puis une fois qu'ils sont dans la voiture, ils continuent, ils vont plus loin, ils restent en voiture. Et puis comme c'est compliqué, parce qu'il faut se garer, mais aussi il faut faire une manœuvre. Et puis on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Bon, finalement, on va aller faire les courses à la zone commerciale, c'est plus simple. Et donc quand on organise la ville en partant du principe de toute façon que tout le monde navigue dans un sans jeu de mots, pardon, dans un territoire de 20 km sur 20 km, en partant du principe que de toute façon c'est comme ça et que ça changera jamais, on organise ce type de comportement. Si on réfléchit par contre à une échelle plus fine, les vrais géographes disent c'est une échelle plus grande, je sais. Mais pour faire comprendre, il faut parler d'échelle plus fine. En tout cas, si on regarde à l'échelle du quartier, il faut se poser la question, mais est-ce que finalement cet équipement, ce commerce qu'on a pu aller chercher à 20 km ou à 10 km, est-ce qu'on ne peut pas le trouver à côté? Est-ce que c'est exactement la même chose, mais est-ce qu'on ne peut pas le trouver? Est-ce que ce restaurant extraordinaire qu'on a voulu aller trouver, où il faut absolument aller dîner à chaque fois qu'on reçoit des gens, aller dîner à ce restaurant qui est à 15 km, peut-être qu'il y en a un dans le quartier, mais qu'on ne connaît pas, mais si on y allait à pied, on le découvrirait. Donc voilà, donc c'est un changement de perspective qu'il faut se donner. Et il faut se poser la question également, parce que ça revient à chaque fois, et je l'ai aussi constaté cet après-midi à Montargis, et c'était assez amusant, c'est la question du stationnement. Ça revient à chaque fois, et encore l'autre jour, d'ailleurs, à cette fameuse conférence de presse d'un député Patrick Vignal, qui expliquait qu'il fallait plus de stationnement gratuit, sauf qu'en fait, ça marche pas. On l'a fait il y a 3 ans, plusieurs maires, quand ils sont arrivés en 2014, on dit on va faire plus de stationnement. Donc à Béthune, on a dit la Grand Place est une zone piétonne depuis longtemps, mais on va remettre un parking. À Thionville, on a supprimé des pistes cyclables. À Roubaix, on a remis des voitures sur la Grand Place. À Quimper, on a permis aux voitures de rentrer dans le périmètre protégé à côté de la cathédrale, qui est une splendide cathédrale en granit, etc. Donc on a fait ça dans plein d'endroits, et on s'aperçoit 3 ans après que ces villes-là ont toutes changer d'avis. À Béthune, finalement, il y a un conseiller municipal qui expliquait que il y a des parkings partout, que peut-être que les gens pouvaient marcher un petit peu. Il y a des parkings à 300 ou 400 mètres, finalement, plutôt que de se garer sur la Grand Place et de toujours faire le tour en voiture, on pourrait faire autrement. À Thionville, finalement, on a essayé de faire revenir des voitures dans une rue piétonne, et puis on a changé d'avis au bout d'un mois. À Quimper, j'ai eu le maire au téléphone récemment qui m'a expliqué que finalement, il fallait quand même expliquer aux automobilistes qui se garent dans la zone centrale que c'est bien gentil, mais il y a quand même tous les cafés qui sont autour. Quimper, c'est joli, il y a des colombages, c'est quand même dommage que les voitures soient tous garées sur la place centrale, parce que c'est un peu moche, tout simplement, et c'est pas très agréable quand on est avec un enfant qu'on tient par la main, par exemple. Donc cette réflexion-là, elle se fait de manière à Montbéliard. J'ai croisé la maire aussi l'autre jour de Montbéliard à Besançon, qui m'a expliqué qu'au début de sa mandature, elle pensait là aussi faire autoriser de nouveau davantage de voitures à circuler dans le centre. Puis elle s'aperçoit que finalement il y a tout à fait assez de places de stationnement. Par contre, c'est pas forcément où elle se trouve. Et ça, je l'ai vu cet après-midi en me baladant. J'ai vu un endroit, je me suis dit, il n'y a pas énormément de parking à première vue. Je me suis dit, bon, très bien, je regardais, et je vois un endroit marqué parking, un tout petit panneau je crois, blanc sur fond marron. Et donc j'ai suivi ça, j'étais à pied, je me dis bon tiens, et j'arrive devant un lycée, vous savez où ça se trouve, je pense, je sais plus le nom du lycée en question, et je vois ce parking, et qui était, comment il s'appelle ? Jeannette Verdier, voilà. Et je vois ça, et je me dis tiens, là il était pas totalement plein, mais presque, probablement parce qu'il y a le lycée, donc il y avait manifestement des élèves qui étaient venus en voiture, puisqu'ils occupaient les voitures, ils discutaient à plusieurs autour, probablement les profs aussi.
Et je me suis dit, mais c'est complètement idiot. Le samedi, probablement, ou à certaines heures, ce parking est beaucoup plus disponible qu'il ne l'est, et peut-être qu'une partie des élèves pourrait venir aussi autrement, et qu'on pourrait les encourager à venir autrement. Et puis, peut-être que si ce parking-là était mieux signalé, alors c'est un exemple parmi d'autres, j'ai pas très très grand ce parking, mais simplement c'est quelque chose qu'on voit absolument partout, donc je vous donne cet exemple-là parce que je l'ai vu cet après-midi, mais j'ai fait exactement le même constat à Albi, à Chalon-sur-Saône, à Calais, etc. Pourquoi est-ce qu'on, à Digne aussi l'autre jour, pourquoi est-ce qu'on ne l'indique pas mieux? Pourquoi est-ce qu'on ne signale pas le nombre de places qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas sur le panneau, comme je l'ai vu à plusieurs endroits, s'il est payant ou gratuit? Ce serait déjà intéressant parce que les gens pourraient se dire, tiens, il est là, pourquoi est-ce qu'on ne le met pas sur le panneau? C'est à 10 minutes à pied du centre, par exemple. Je suis ensuite passé par hasard devant le parking Indigo, qui est pas loin d'ici, qui est en face là, et je suis rentré dedans et j'ai vu que c'était presque vide. Et on m'a confirmé qu'effectivement, la plupart du temps, il était vide. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même dommage, il est indiqué. Alors par contre, il est indiqué, c'est marqué 24 heures sur 24, bon très bien, effectivement, je veux bien que les gens qui à 2 heures du matin cherchent un parking à Montargis se disent tiens, ok, je vais aller au parking Indigo, mais la vraie info, ce serait de mettre combien il y a de places, ce serait de mettre effectivement combien il y a de places en direct, pas juste nombre de places théoriques, mais nombre de places en ce moment même, c'est tout à fait possible, il y a plein de villes qui le font aujourd'hui, et puis de mettre aussi, là peut-être de façon très simple, est-ce qu'on est loin du centre ou pas? En fait, il est juste à côté, exactement à je sais pas, 50, 70 mètres, mais il faudrait peut-être le dire simplement, parce que parfois on ne le sait pas, et ça, ce sont des choses, ce sont des détails qui sont en fait très importants. Je vous donne un autre exemple, parce qu'il n'y a pas qu'à Montargis, évidemment. À Mulhouse, il y a 5 parkings en ouvrage, comme on dit, des parkings souterrains. Ils sont tous au même prix, parce que là, c'est une bonne idée. La mairie a dit, on va tous les mettre au même prix, mais ils portent des noms qui correspondent pas nécessairement aux endroits où ils se situent. Comme dans toutes les villes de France, ils s'appellent tous Gambetta, Foch, Clémenceau, Jaurès, en fonction du boulevard qui est au-dessus. Et il y en a un qui s'appelle le parking du centre, un autre qui s'appelle le parking central. Ni l'un ni l'autre ne sont celui qui sont le plus au centre. Donc il y a des choses comme ça, il y a des endroits à Poitiers, à Strasbourg, on a renommé les parkings de façon à ce que les gens sachent où c'est, parce qu'une fois que les gens arrivent en ville, effectivement en voiture, parce que parfois ils arrivent de loin, eh bien, ce qui abandonnent leur voiture dans un parking en se disant très bien, je sais où elle est, et s'ils veulent pas payer, il y a des plus loin des parkings gratuits, je sais qu'il y en a ici, mais il peut y en avoir plus loin, il faut aussi les indiquer, il faut pas partir du principe que les gens le savent, et puis il faut les inciter aussi à venir autrement. Et là, quand on réfléchit à tout ça, on se dit finalement, dans une ville, c'est une question fondamentale, c'est une question d'espace, dans une ville ancienne, dans une ville médiévale, par définition, on ne peut pas mettre des voitures partout, tout le temps, aussi longtemps qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Et si on essaye, sur ce plan, de concurrencer les zones commerciales, on n'y arrivera jamais. Parce que dans les zones commerciales, on peut créer simplement, en payant très peu, des centaines et des milliers de places de parking gratuites et sans souci. Donc il faut regarder cette question de voiture et se poser la question et se dire, peut-être qu'une partie des gens qui viennent là, qui viennent travailler, par exemple, qui partent, qui arrivent le matin, qui habitent à 2-3 kilomètres, qui habitent peut-être à Chalette, qui habitent pas très loin, qui habitent peut-être même à Montargis. Et s'ils viennent, j'ai pas cet exemple ici à Montargis, pour tout vous le dire, je suis pas montargois, donc je peux pas, mais par contre, je suppose que ça existe, et je peux vous donner des tas de villes où ça se passe comme ça. L'exemple que j'ai en tête, c'est Soissons, dans l'Aisne, où une dame que je connais me dit, mais elle a 1,2 km à faire pour aller dans le centre-ville, elle y va tout le matin, elle revient le midi, elle repart l'après-midi, et puis elle retourne l'après-midi, elle repart le soir. Et elle y va en voiture, elle aimerait bien y aller à vélo, mais sauf que quand elle va à vélo, c'est compliqué parce que la rue est à 50 et qu'elle se sent pas totalement en sécurité, et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'arceau sécurisé en centre-ville. Ce serait quand même génial si elle pouvait y aller à vélo, parce qu'elle prendrait pas la place de quelqu'un d'autre qui vient vraiment de loin. Et donc, l'intérêt des villes, y compris des villes moyennes, et c'est pas une histoire de bobo chevelu, hein. C'est simplement, fondamentalement, se dire, tiens, est-ce que on pourrait pas réserver, se dire, on a intérêt à encourager l'usage de ce moyen de transport rapide, simple, robuste, tout ça, Guillaume, tu le connais par cœur, mais c'est effectivement un moyen de transport qui permet d'aller tout aussi vite, qui est en plus bon pour la santé, etc. Il y a 1000, non, pas 1000, il y en a au moins 7, probablement une dizaine d'arguments en faveur du vélo en ville. Ça veut pas dire que tout le monde doit faire du vélo tout le temps. Je répète cette phrase parce que souvent elle n'est pas comprise, donc je la répète. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire du vélo tout le temps, et je vous dis pourquoi je la répète, parce qu'à chaque fois qu'on parle de vélo quelque part, ça m'est arrivé à plein d'endroits,
à la radio, à la télé, dans des assemblées, dans des dîners d'amis. Les dîners d'amis, j'essaie d'éviter parce que c'est un peu du boulot quand même pour moi de parler de vélo, donc je dis, bon, attendez, on va peut-être parler d'autre chose. À chaque fois que je dis ça, je tombe sur des gens qui me disent mais non mais moi je peux pas faire de vélo. D'accord, j'ai pas dit que toi tu pouvais en faire tout le temps. J'ai juste dit que ça pouvait être une bonne idée de l'encourager. Mais à condition que ce soit évidemment possible. Donc l'encourager, ça veut dire des infrastructures comment dire, utiles, etc. Mais ça veut pas dire tout le monde tout le temps. Et c'est très important parce que très souvent on a une réaction par rapport à c'est ça qui en fait. C'est pour ça que c'est passionnant. C'est aussi pour ça que c'est fatigant de parler de ces sujets. Mais sur ces questions de déplacement, ces questions de mobilité, on a tous une expérience personnelle. Et sur les questions de ville également et de commerce également, on a tous une expérience personnelle dont on est persuadé qu'au fond, il suffit de la généraliser pour avoir la vérité absolue. Et donc, à chaque fois qu'on parle de sujet, j'ai encore eu l'occasion de la discussion quand j'en ai parlé encore à cette conférence de presse avec un monsieur qui s'appelle Claude Boulle et qui est de l'Alliance du commerce, qui a été dans la promotion Voltaire avec Dominique de Villepin et François Hollande et Ségolène Royal, et avec qui j'avais déjeuné l'an dernier, qui était dit oui, c'est bien, ton bouquin, c'est une bonne idée et tout. Puis quand là je le vois, je dis mais attendez, là encore, partir du principe que tout le monde doit pouvoir tout faire en voiture. Et lui, il me dit, mais je suis désolé, ce matin, je suis venu en voiture. Je dis, mais c'est pas le sujet. Je n'ai pas dit que tu avais tort de venir en voiture. J'ai juste dit qu'il faut se poser la question, qu'il faut observer la question des déplacements et qu'il faut se demander, par exemple, à quoi ça sert quand on est en voiture. À certains moments, c'est pour aller faire des courses. Puis à d'autres moments, c'est pour complètement autre chose. Et donc, quand on étudie ça, et il y a j'ai plein d'exemples, voilà, dont je parle aussi sur mon blog de temps en temps. L'exemple que j'ai en tête, c'est à Vannes, une association des commerçants de Vannes sur une place centrale, pas une place piétonne, une place où il y a en fait un stationnement, a demandé à ses clients, mais comment vous faites pour venir? Est-ce que vous venez pour nous voir? Est-ce que vous venez pour d'autres raisons? Et d'où venez-vous? Ils se sont aperçus qu'une majorité des gens qui venaient les voir en une semaine venaient en voiture, une petite majorité, quelque chose du genre 54%, je crois. Mais par contre, parmi les habitants de la ville, donc les Vanntais, il y a 55 000 habitants à Vannes, 56% venaient à pied. Donc, voilà, 56% venaient à pied. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire aux autres qu'ils ont tort de venir en voiture, pas du tout. Par contre, il faut avoir ça en tête. Et il faut se dire, quand on doit, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont fait, ils ont dit, puisque c'est ça, on veut des stationnements qui sont gratuits un quart d'heure, mais après par contre on veut que la police municipale passe pour éviter les voitures ventouses. Le système va changer le mois prochain, comme vous savez sans doute, ou peut-être le système de stationnement payant, mais en tout cas, là, c'était ça l'idée. Et puis, on veut aussi avoir des arceaux à vélo pour que les gens puissent venir à vélo, etc. Parce qu'ils ont demandé à leurs clients. Et donc, c'est des choses assez simples, en fait. Il faut regarder, et on a besoin, et dans ce domaine-là, c'est assez frappant, dans le domaine de la ville en particulier, on a très souvent besoin de faits, besoin de connaissances, au-delà de notre simple expérience personnelle, qui est tout à fait valable et tout à fait juste également, mais qu'on ne devrait pas forcément généraliser. Et je voulais dire une chose, il y a plein d'autres choses à dire aussi sur le déplacement et sur les villes en général. Je pense que c'est vraiment une question de société aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de commerce, c'est pas seulement une question d'habitat, c'est pas seulement, là aussi c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais qui est très important, qui est que aujourd'hui dans les villes moyennes, on a un revenu moyen qui est inférieur à celui des villes qui sont autour, dans toutes les villes, et ça s'aggrave. Donc on a une sorte de paupérisation, appauvrissement dans certains endroits, paupérisation dans d'autres, ça dépend aussi des quartiers de la ville. Et donc il faut en fait faire revenir des gens, et tous les maires qui s'intéressent à ce sujet le disent, il faut faire revenir des gens de tout type, c'est-à-dire pas seulement des pauvres, pas seulement des riches non plus, mais pas seulement des pauvres. Donc, et ça, donc ça veut dire parfois des questions de rénovation, ça veut dire parfois des questions liées au bâti, autoriser un certain nombre d'aménagements qu'on avait jusqu'à présent refusés, etc. Et puis, c'est une question finalement les villes sont des lieux de rencontres. Ici, on est dans une ville et ça se voit parce qu'on est nombreux et parce que finalement, c'est le lieu où on se retrouve. C'est un lieu où on se rencontre parfois, puis c'est un lieu où on se rencontre pas forcément, mais par contre, c'est un lieu où on se croise. C'est un lieu où on se voit. Et c'est un lieu où peuvent naître des choses. Et évidemment, c'est un lieu d'histoire. Et quand on oublie les villes dans un pays d'Europe,
d'Europe, de la vieille Europe, ça veut dire quelque chose, c'est assez inquiétant. Je terminerai simplement en vous donnant un exemple, puisque effectivement, je connais pas mal, j'ai beaucoup voyagé avant, parce que enfin, je voyage beaucoup en France maintenant, mais je voyageais dans le monde avant et en Europe aussi. Et je connais bien, donc plutôt bien, je sais pas, quand je connais comme un peu beaucoup de gens, les villes, les grandes villes des pays d'Europe. Et là, j'ai voulu aller voir les villes moyennes, justement, que je connaissais pas forcément. Je suis allé à Brûle. Brûle, c'est une petite ville en Allemagne, entre Bonn et Cologne, à 14 km de Cologne, donc c'est pas tout à fait la banlieue de Cologne quand même, mais c'est 14 km, c'est pas, voilà. Et je me suis aperçu une chose, il y a 45 000 habitants, mais il y a 25 000 habitants dans le centre, c'est-à-dire qu'en fait les communes allemandes sont beaucoup plus grandes, et on a donc 25 000 habitants qui peuvent, à mon avis, seraient en France, ça ferait à peu près une commune de 25 000 habitants. Et j'ai constaté, d'abord, il y a peu de vitrines vides, il y en a, mais il y en a beaucoup moins dans une ville française de cette taille. Il y a un plateau piétonnier très élargi, donc là, je ne dis pas qu'il faut tout piétoniser, mais par contre, ce qui est là, ça m'a semblé très intéressant, c'est que il y a une gradation quand on quitte ce plateau piétonnier, c'est-à-dire c'est les rues piétonnes en fait, on n'est pas tout de suite confronté à des boulevards très passants ou des espèces de demi-autoroutes avec des voitures qui vont très vite, etc., avec très peu de trottoirs. Au contraire, il y a une sorte d'évolution. D'abord, on passe dans une zone 20, puis dans une zone 30, et puis dans un quartier dans lequel il y a des trottoirs, et puis les voitures roulent plus vite, et puis après seulement, on arrive à un endroit où il y a des boulevards très, très rapides, etc. Et ça m'a semblé intéressant parce que ça veut dire que au fond, dans une ville comme Brûle, il y a des gares aussi qui sont de chaque côté de la ville, qui sont tout à fait, c'est gentil, accessibles à pied, en particulier de plein pied, sans avoir. Donc c'est très simple avec une poussette, c'est très simple avec un fauteuil roulant, c'est très simple évidemment à vélo. Et il y a des arceaux à vélo dans tous les magasins aussi dans cette ville, et des vélos garés, des gens qui font une partie de leur course à vélo, hein, pas pour acheter les packs de lait, le congélateur et tout ça, non, mais pour acheter une puce de téléphone, par exemple. Pas forcément besoin de grosses voitures. Donc, et en fait, ce qui est frappant, c'est que il y a une sorte de gradation qui fait qu'en fait, on peut traverser la ville à pied. Et il y a une autre chose qui m'a frappé dans cette ville, c'est que tous les équipements sont donc l'équivalent de Pôle emploi, l'hôpital, le stade, le commissariat, la mairie, etc., etc. Tout ça, c'est en ville. Et ça m'a semblé, ça veut pas dire que l'Allemagne est un pays modèle pour tout, mais ça veut dire que, et on me l'a confirmé, après j'ai rencontré des urbanistes qui m'ont expliqué ça, qui m'ont dit en fait, finalement, on a une réflexion, c'est souvent au niveau des lenders d'ailleurs que ça se passe, sur cette question urbaine depuis longtemps, et on fait très attention à ça pour des raisons historiques diverses, parce que le pays est plus dense, parce que le pays a un rapport différent avec ses villes, avec l'histoire de ses villes elles-mêmes. En Italie, en Allemagne, les villes étaient depuis le XVIe siècle, avaient des universités par exemple. J'exagère un petit peu, mais il y a comme ça un attachement à la ville plus fort qu'en France, où on a parsemer le territoire de préfecture et de sous-préfecture à un moment, avec un rapport à la ville, comme il y avait la majorité de la population est restée rurale jusqu'à il y a moins de 100 ans. Et donc voilà, ça m'a semblé très intéressant, et je pense qu'il faut, cette question-là, je suis content de voir, parce que évidemment de voir une association pro-vélo, parce qu'il y en a maintenant dans beaucoup de villes, et pas seulement dans les très grandes, donc c'est très intéressant, qui se préoccupent, parce qu'à vélo, quand on a vélo, c'est extraordinaire, on voit tout. On peut traverser la ville très facilement, et puis on voit les endroits où il y a un problème, les endroits où il n'y en a pas, les endroits où on peut, où effectivement, qui sont très routiers, les autres endroits qui ne le sont pas. Et ça me semble tout à fait significatif qu'à Montargis, il y ait à la fois une association pro-vélo et une association de citoyens. Je suis persuadé que la ville appartient à ses citadins, et que l'avenir de la ville passera nécessairement par ses citadins. Merci beaucoup. Oh. J'avais prévu plein de questions de relance, je vais les ranger, c'est pas la peine. On a bien suivi là le raisonnement. Enfin, moi j'ai trouvé que donc au départ un constat un petit peu difficile, qui relatait des choses qui existent peut-être depuis longtemps, la concurrence par exemple entre les zones commerciales et les centres-villes, mais bien au-delà l'éclatement de la ville. Et moi je note quelques petits points de choses qui ont été dites qui m'a un petit peu aiguisé la réflexion sur la question de d'abord l'accessibilité qui doit être posée quand on fait un aménagement, sur l'importance qui est donnée aux détails. C'est vraiment, on n'y pense pas, par exemple, sur l'exemple des parkings, des arceaux pour les vélos. Voilà, et je remercie aussi quelqu'un de l'association qui a bien veillé aux détails, qu'il fallait de l'eau aussi, parce que ça, j'y avais pas pensé. Voilà. Et ensuite,
avant de passer aux solutions, par exemple l'exemple de Brûle, voilà, mais avant de passer un petit peu aux solutions, aux perspectives, à ce qui peut nous faire rêver la ville de demain, il y a cette réflexion à propos de Claude Boulle, c'est dire faut observer la question des déplacements, et je dirais, ce que vous avez dit, c'est il n'y a pas d'injonction à faire du vélo ou à faire quelque chose, voilà, il n'y a pas une obligation morale, voilà, on est vraiment donc observons ce qui se passe, et après tout, on va inciter, on va trouver aussi des solutions. Ne plaçons pas ça sous le registre un peu moral, voilà. Alors maintenant, c'est un petit peu les réflexions que je retire de l'exposé que tu viens de faire, et bien, je vais en donner la parole à la salle. Alors là, comme on voit qu'il y a beaucoup de monde, alors c'est avec ce micro avec celui-là, voilà. Donc Eddy a un micro qu'il va faire circuler. Je vous propose peut-être qu'on prenne 2-3 interventions, peut-être, que ça permettra à Olivier Rasmont, là, qui vient de parler, d'organiser sa réponse, et puis il répondra aux questions, et dans la mesure où voilà. Et puis ça peut être tout simplement aussi un partage d'expérience, de témoignages, puisqu'on a tous aussi une expertise. Bonsoir, donc Iba Pruneau, maire adjointe à la ville de Chalette. Je me permets de prendre la parole en présence de monsieur le maire Franck de Beaumont qui est à mes côtés, et Céline Wattebled, directrice générale adjointe des services de la ville de Chalette. Aujourd'hui, donc, on tenait à vous remercier particulièrement, l'association Vélov, d'avoir organisé cette réunion qui nous semble plus qu'importante dans le contexte actuel. Puisque aujourd'hui se pose la question de la régie publique ou non au niveau de l'agglomération. Donc, ma collègue et moi-même présidons, nous sommes à la commission des transports au niveau de l'agglomération, et autour de cette table, finalement, peu de choses se passent. Et ça, il faut le savoir au niveau de l'agglomération, puisque les différents échanges que nous avons avec les élus de l'agglomération restent, à notre sens, peu distincts au niveau de la population. C'est-à-dire que nous demandons certains moyens qui soient déployés pour la population chalettoise, mais au niveau de l'agglomération, en termes de transport commun. Et finalement, nos voix sont peu entendues. On a pu voir lors des dernières commissions que le tarif a pu augmenter au niveau des tarifs de transport en commun avec Amélis, malgré le chiffre d'affaires important de cette société. Et nous demandons que justement, à travers ce travail qui est fait pour l'écriture de cette régie publique ou non, ou DSP, qu'on puisse justement écouter la parole des habitants, et notamment des habitants de l'agglomération. Nous avons fait un travail très important au niveau de Chalette, en questionnant les habitants sur leurs besoins au quotidien. Donc, à travers les salariés chalettois, mais aussi les demandeurs d'emploi et les étudiants, ainsi que les scolaires. Nous avons pu constater qu'à travers ce questionnaire d'à peu près 5 questions, nous avons constaté que le service qui est déployé sur la ville sur le Montargois, sur l'agglomération, ne répond pas aux besoins des Chalettois, ne répond pas aux besoins des citoyens de l'agglomération. On peut voir que les travailleurs, par exemple, ne peuvent pas prendre les transports en commun pour aller travailler, pour se rendre à leur lieu de travail, ce qui est problématique si on porte une politique de développement durable avec l'agenda 21 de l'agglomération, mais aussi des différentes villes qui se sont engagées pour l'agenda 21. Les salariés, très clairement, aujourd'hui, avec leurs horaires de travail, la flexibilité des entreprises, on peut parler par exemple d'une Shinson, une grande entreprise à Chalette. Les salariés ne peuvent pas se permettre de prendre les transports en commun aujourd'hui. Pour les demandeurs d'emploi, le tarif reste très élevé, puisque les demandeurs d'emploi vont payer à peu près 1,20 €, 1,30 € pour un trajet, et ne peuvent pas se rendre très rapidement sur un lieu fixe, puisqu'il y a un arrêt place Mirabeau qui est conséquent, à peu près de 30 à 35 minutes. Donc si on part de Chalette pour se rendre à Milly, par exemple, il y a un arrêt à Mirabeau de 35 minutes.
puis ensuite, de nouveau, un bus pour se rendre au lieu fixe. Donc, on a à peu près en moyenne 1 heure de trajet sur une agglomération qui est quand même d'une superficie qui n'est pas très importante. Donc, on peut se poser la question de pourquoi mettre autant de temps en transport en commun sur une petite agglomération. On reprend aussi donc ce qui a été constaté auprès des habitants, c'est au niveau de l'hôpital et puis du centre municipal de santé de la ville de Chalette. Donc un centre municipal de santé qui a été créé il y a quelques mois. On peut se poser la question que les Chalettois ne peuvent pas se rendre rapidement, voire directement chez un médecin traitant dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que en partant par exemple d'un quartier tel que le Lancy, pour arriver au bourg de Chalette, va devoir s'arrêter à place Mirabeau-Montargis, attendre une demi-heure pour prendre une nouvelle ligne, pour se rendre chez le médecin. Donc il va prendre à peu près 1h30 de trajet pour se rendre chez le médecin. On se pose des questions. Et pour l'hôpital, c'est pareil. Le dimanche, il n'y a pas d'accès à l'hôpital d'Amilly. Or, on le sait très bien que les visiteurs ont besoin de se rendre sur ce lieu qui est très important, mais non seulement les visiteurs, mais aussi les patients. Puisque je prends l'exemple, par exemple, alors oui, en effet, il y a aussi les agents qui pourraient, donc je rappelle les salariés, qui pourraient se rendre au travail par le biais du bus, si on respecte les engagements de l'agenda 21, de l'agglomération et des villes de l'agglomération. On a aussi les malades qui me posent question. Comment un malade, par exemple habitant de Montargis, peut se rendre à l'hôpital un dimanche avec, par exemple, un nourrisson de 2 mois ou de 3 mois. Je vous donne l'exemple puisque j'ai malheureusement accompagné une personne dernièrement dans ce cas de figure. Donc, une maman qui s'est retrouvée avec un enfant de 2 mois un dimanche matin à devoir l'emmener à l'hôpital d'Amilly à pied. Ça, c'est scandaleux. Et une fois que la consultation est faite à l'hôpital d'Amilly, il faut passer à la pharmacie de garde, qui se trouve dans une ville voisine. Donc ça aussi, ça pose question en termes de transport en commun et de service public à la population. Aujourd'hui, on se pose la question, quel est le service public qui est dirigé normalement pour la population? Voilà, c'est pour moi un exemple très concret pour l'hôpital d'Amilly. Qu'est-ce que l'agglomération, les élus de l'agglomération font pour rendre ce service public, accessible? Aujourd'hui, il faut savoir que il y a des décisions qui vont être prises, et notamment au mois de janvier, sur un cahier des charges fait par l'agglomération. S'ils souhaitent respecter leurs engagements pris auprès des citoyens, puisqu'ils ont été élus pour ces raisons, voilà quelles dispositions ils vont prendre sur ce réseau en étoile qui date de 50 ans. Et effectivement, je crois que Olivier Rasmont l'a montré aussi qu'il faut repenser la ville, et je pense que effectivement, alors vous faites les préoccupations. On sait que la mairie de Chalette a lancé depuis un certain temps là des concertations sur ces questions-là. On va prendre plusieurs interventions sur des lieux différents, sur des problématiques différentes, voilà, pour partager, voilà. Et puis Olivier Rasmont pourra peut-être pas réagir surtout, parce que comme il l'a dit, il n'habite pas à Montargis, mais il est là aussi pour écouter. Il est très... Oui, vous n'habitez pas à Montargis et donc vous n'avez pas voilà, un avis, mais par contre vous êtes intéressé par toutes ces questions-là. Ouais. Donc je suis Magali Sautreuil, j'habite et je travaille en partie à Dordives et en partie à Paris. Pour moi, les transports en commun et la marche à pied, c'est quand je peux me débrouiller sans voiture, j'ai l'impression d'être plus libre que quand je suis obligée de prendre la voiture. Et pour travailler à cheval dans le Loiret et sur la région parisienne, les transports s'arrêtent souvent à la frontière. Et j'ai des touristes du Louvre qui m'avaient dit quelque chose qui m'avait fait rêver. J'ai une touriste qui était une copiste qui m'a dit: j'ai été aux Pays-Bas,
j'ai pas besoin de ma voiture parce que toutes les villes étaient accessibles en transport en commun, à vélo ou à pied. Et je me demandais pourquoi en France on n'avait pas cette vision transversale sur l'ensemble du territoire et que chacun ne fasse pas les choses dans son coin, et même en cours d'histoire géo, quand il y avait début du chemin de fer en 1850, quand on voit les tracés de chemin de fer, on voit que la France était beaucoup plus ferrée qu'aujourd'hui et qu'il y a eu un parti pris pour la voiture et plein de voies ferrées qui ont été désaffectées. Et on se demande pourquoi un tel choix. Voilà. Édouard Weber, engagement citoyen pour le Montargois. Certaines villes de France ont fait une expérience de rendre les transports en commun gratuits. Enfin, gratuits en tous les cas pour les usagers, et en revanche financés soit par la ville, soit fait par le conseil général, ou peut-être la région. Est-ce qu'il y a un retour par rapport à ces expériences? Est-ce que ce serait une démarche qui serait généralisable dans des communes ou dans des agglomérations comme la nôtre, selon vous? Alors oui, j'ai pas réponse à tout, désolé. Et notamment concernant le Montargois, je suis pas. Mais effectivement, des questions liées, comme vous l'avez dit, madame, de transport mal adapté, il y en a malheureusement partout. Moi, j'en vois absolument partout. Et c'est vrai que si on a un réseau en étoile dans une agglomération où il y a 3 villes à peu près de la même taille, ça pose problème, clairement. Et puis, parfois, et ça, moi, je le vois dans beaucoup d'endroits, c'est les arrêts de bus qui sont pas signalés, qui sont pas visibles, tout simplement. C'est les arrêts de bus qui sont sur des trottoirs il y a un trottoir à cet endroit-là, mais pas plus loin. Il n'y a pas de continuité de la même façon qu'il n'y a pas forcément une continuité des itinéraires cyclables, il n'y a pas forcément non plus une continuité des itinéraires piétons, ou alors c'est compliqué, ou quand il y a des travaux, sur le trottoir, ou parfois des travaux dans un immeuble, on se soucie pas du trottoir et les gens sont censés se débrouiller ou alors traverser, et puis voilà, piétons passer par là, et puis c'est tout, et on repeint pas, ce qui fait que c'est assez compliqué, c'est potentiellement dangereux, en tout cas c'est pas sécurisant, et donc ça veut dire que l'arrêt de bus, on y accède plus difficilement également. Des exemples comme ça, j'en ai beaucoup, et des exemples, et donc je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est des choses qui doivent être prises en compte, qui doivent être réfléchies. Je pense qu'il faut, quand on est responsable d'une ville, je suppose que vous le faites, élu aussi, prendre les transports publics régulièrement pour voir comment ça fonctionne, parce que j'ai eu ce constat dans beaucoup d'endroits avec des élus qui ne les prennent pas, sauf le jour d'inauguration, et puis c'est tout, à l'aller, et puis pas au retour parce qu'on vient de chercher en voiture. Et ça, il faut le voir, parce que c'est tout à fait la logique. Et on m'a parlé tout à l'heure, c'était amusant d'ailleurs tout à l'heure, avant on s'était donné rendez-vous à 5h, et en fait, on a évoqué avec plusieurs personnes qui sont là ce soir, on était 4 ou 5 ou 6, la question des transports. Et puis ils sont venus assez vite, effectivement, la question des transports avec l'Île-de-France. Et puis en fait, au fil de la discussion, on s'est mis à parler de la police municipale, on s'est mis à parler de la question de la santé. Au moins, on m'a demandé ce que je pensais de savoir s'il fallait qu'il y ait plus de médecins, etc. Ou si, pas la vie. On m'a demandé, on a ensuite continué à discuter évidemment, on a parlé du commerce, etc. Donc on s'aperçoit que les transports sont au cœur de beaucoup de choses. Et effectivement, on a en France ce cloisonnement systématique entre les différents niveaux de collectivité, qui est un énorme problème, qui résulte du fait que les transports sont pas considérés comme un sujet sérieux, généralement. C'est considéré, moi j'avais rencontré un adjoint au maire un vice-président de Périgueux qui m'avait expliqué qu'il avait choisi comme délégation les transports parce que c'était peinard. Il s'est aperçu assez vite que c'était pas peinard. Et en fait, on ne considère pas, on ne prend pas ce sujet, on croit que c'est un sujet technique. On croit parfois que, en fait, c'est un sujet c'est pour ça qu'Alain Vidalis, qui était spécialiste en droit du travail, s'était retrouvé ministre des Transports, c'est parce qu'il était spécialiste de la négociation. Donc on lui a dit, il y a beaucoup de syndiqués, t'as qu'à y aller, et voilà. On croit que c'est un sujet social ou technique, et on s'aperçoit pas que c'est un sujet à la fois de vie quotidienne, aussi de grandes infrastructures, mais qu'il y a des liens entre les deux. Il n'y a pas d'un côté, et dans les pages des journaux, c'est la même chose. Il n'y a pas d'un côté les pages des journaux qui traitent uniquement des grandes infrastructures, et de l'autre, ceux qui traitent de la vie quotidienne des transports, etc. Donc, les choses sont totalement liées. Et si on fait des grandes infrastructures, si on fait des grandes gares magnifiques du Grand Paris, par exemple, sans mettre des trottoirs devant et sans permettre aux gens d'y accéder facilement en bus ou à vélo, ou si le bus doit faire tout un tas de circonvolutions avant d'arriver à proximité, et s'il n'a pas la priorité, ça servira à rien, parce que les gens iront tous en voiture, ça sera vite encombré, et donc ils prendront pas les transports en question. Donc, c'est des choses, c'est des détails. Le diable est vraiment complètement, et c'est pas seulement le diable qui est dans les détails. Et alors, pour ce qui concerne effectivement les différents niveaux de collectivité, clairement entre l'Île-de-France
et les autres régions, et ça vaut aussi pour les Hauts-de-France, maintenant la Picardie, et ça vaut pour la Normandie, on a ce décalage-là avec ces intérêts en fait qui sont pas les mêmes, qui sont divergents entre deux autorités publiques. Alors il se trouve que là, en l'occurrence, c'est pas le même parti, mais quand même c'est le même parti. En Picardie, c'est la même chose, hein, donc ça pose le même problème. Et puis, et c'est vrai, et vous le savez très bien aussi, et c'est ce qu'on m'a expliqué tout à l'heure, entre la région et le département, avec les cars départementaux qui sont passés à la région, et avec qui ont donc cette espèce d'incompréhension qui fait que c'est gratuit, et on y vient en transport gratuit pour les collégiens quand ils sont dans les cars ex-départementaux désormais régionaux, mais pas dans les cars de l'agglomération et dans les bus de l'agglomération. Donc une incompréhension de la part du voyageur tout simplement, qui lui-même, pas plus que tout le monde, ne fait vraiment attention au transport. On a une exigence vis-à-vis des transports, tous les transports, c'est-à-dire qu'on veut sa place de parking, on veut que le train arrive à l'heure, on veut, etc. Ça peut sembler tout à fait logique, mais on ne doit jamais oublier que tout ça, c'est aussi des grandes infrastructures, tout ça, c'est des décisions à un moment, ou des non-décisions d'ailleurs, que c'est, si les lignes de train, il y en a moins qu'avant, c'est aussi parce qu'on les a pas entretenues, qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a pensé, et je connais beaucoup d'élus dans toute la France qui ont toujours réclamé et continuent à réclamer des autoroutes, des rocades, des échangeurs, etc., en disant, mais en même temps, on voudrait une gare et des trains, bah oui, mais sauf que si on veut les deux, ça marchera pas, parce que ça sera soit l'un soit l'autre, et assez vite, ça sera l'un, parce que si c'est simple de faire en voiture, les gens vont faire en voiture, la plupart d'entre eux. Et donc, finalement, ça m'a frappé, ça, j'ai pensé à ça l'autre jour en gare de Limoges, magnifique gare, voie ferrée superbe, etc., conçue au 19e siècle pour ces trains qui avaient la vapeur, et donc grande gare, etc. Et je vois une sorte de minuscule, ridicule petit suppositoire de la région Nouvelle-Aquitaine maintenant, ex-Limousin, qui passait là, qui était un TER qui faisait Limoges-Angoulême. On a fait des superbes infrastructures ferroviaires qui vont bientôt tomber en ruine parce qu'il n'y a plus que 80 ou 100 passagers au maximum par petit train qui passe toutes les heures. Ça n'a donc plus de sens. Pourquoi entretenir? En effet, quand il y a des lignes de train qui ferment, je le regrette quand il y a des lignes de train qui ferment, mais la raison, c'est que fondamentalement, on a avantagé la route. Maintenant, il y a des choix qui sont faits, et donc si on continue à faire ces choix, on va toujours dans la même direction. Les transports gratuits, alors moi je dis dès que je peux que les transports, c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit, et ça peut éventuellement à certains moments pour certains publics peut-être être gratuit, mais il y a toujours quelqu'un qui paye. Les transports, c'est pas gratuit à tous les sens du mot gratuit. C'est-à-dire que c'est pas gratuit parce que ça mobilise du personnel, ça use du matériel, ça prend de l'énergie, ça demande de l'énergie. Donc ça n'est pas quelque chose dont on a la possibilité gratuite. Et puis par ailleurs, les transports gratuits, je sais que il y en a des villes qui l'ont fait, hein, ça revient régulièrement. C'est pas un truc nouveau. Là en ce moment, il y a Niort, il y a Dunkerque, donc on en a reparlé récemment, mais ça fait déjà 20 ans, Châteauroux, vous savez, depuis très longtemps, Compiègne où il y a beaucoup d'étudiants depuis longtemps, Gap aussi, il y en a d'autres, Aubagne, oui je sais. C'est pas gratuit pour le contribuable du tout, et ça n'a pas vraiment d'effet. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de monde dans les bus à un moment, mais il n'y a pas forcément moins de bus en voiture, de monde en voiture. Si c'est l'objectif, je sais pas si c'est l'objectif. Tout ne se résume pas au développement durable, même si évidemment je soutiens tout ça, mais c'est ça, on a tendance à imaginer que parce que ça sera gratuit, les gens vont le prendre. En fait, non. Quand on a les études qui ont été faites notamment à Châteauroux et à Gap, je crois, et à Aubagne aussi, ont montré qu'en fait c'était des gens qui auparavant se déplaçaient plutôt à pied, ou plutôt des trajets, c'est pas des gens, c'est pas en termes de gens qu'il faut compter, c'est en termes de trajets. C'est des trajets qui avaient tendance plutôt à se faire à pied. Et d'ailleurs, on le voit, quand on a un abonnement, on a tendance à aussi faire de cette façon. C'est comme c'est gratuit pour moi, parce qu'en fait, j'ai déjà payé l'abonnement, ou qu'on l'a payé pour moi. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Je le prends. Et donc, ça a tendance à plutôt dissuader les autres moyens de transport qui sont pas la voiture également. Donc ça a un effet. Le fait de faire des transports scolaires gratuits a en fait contribué à tuer le vélo, littéralement, dans les zones où il était utilisé jusqu'aux années 60-70. On l'utilisait régulièrement pour aller à l'école et au collège, au lycée à l'époque, et ça a été, ça a
pratiquement disparu parce que les transports scolaires, et comme c'était gratuit et que les parents préféraient que leurs enfants soient dans des cars, ben finalement, les gens du coup, ça a justifié aussi le fait qu'on enlève les trottoirs, parce que de toute façon, plus personne n'allait à pied à l'école, etc. Donc, c'est tout à fait, je pense qu'il peut y avoir des tarifs adaptés ou des tarifs gratuits, mais on en parlait encore tout à l'heure avec la personne de je sais plus votre association à Chalette, mais vous me disiez que un certain nombre de gens pourraient avoir accès à des tarifs réduits parce qu'ils ont les conditions sociales qui permettent d'avoir accès, et en fait ne savent même pas que ces tarifs existent et ne vont pas, et parfois, et c'est ce que me disent aussi les opérateurs de transport public, c'est parfois ils n'osent même pas. Alors il y a plusieurs cas, il y a ceux qui savent pas, ceux qui n'osent pas dire bah moi j'aurais droit à un tarif très peu élevé, donc j'aimerais en bénéficier, et puis il y a ceux qui font un calcul finalement assez simple, qui disent voilà, là on me propose, ça j'ai vu ça, je crois que c'était à Grenoble, on me propose d'avoir alors c'est pas gratuit en l'occurrence, mais presque, on me propose d'avoir par mois de payer seulement 6 €. Mais là, j'ai un déplacement à faire, peut-être que j'en aurai un autre dans 2 semaines, mais je suis pas certain, peut-être que j'en aurai un troisième, pour ceux qui l'ont régulier, oui, mais pour ceux-là, finalement, ils préfèrent payer 1,30 € le ticket maintenant, plutôt que de éventuellement s'engager, comme c'est comme l'affaire de la salle de gym où on s'engage pour 2 ans, bon en fait on y va 15 jours, je préfère ne pas payer les 6 € plutôt que de les payer d'avance. Alors voilà, ça c'est donc il y a plein d'éléments qui font qu'on doit prendre au sérieux aussi les transports. On peut pas dire en gros c'est gratuit, c'est très bien, tout le monde peut l'utiliser, et puis en même temps ça n'amène pas à prendre au sérieux ce secteur-là. Je confirme, les transports c'est jamais gratuit, il faut prendre au sérieux cette affaire-là. Quand on se déplace, ça n'est jamais neutre, ça peut coûter de l'argent, ça peut être un peu stressant, ça peut être un peu embêtant, etc. Il faut en avoir conscience, ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire le tapis roulant ou le tapis volant n'existe. Le tapis roulant, oui, quand il fonctionne, mais le tapis volant n'existe pas. Et donc, je pense que sauf peut-être dans certains cas précis ou pour une population très précise, on peut dire pour vous, ça sera gratuit. Moi, je ne suis pas favorable au transport gratuit. Voilà. Merci. Alors, il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions, voilà. Bonsoir, je m'appelle Yordache Elisabeth et je connais bien la situation de transport dans l'agglomération, mais surtout à Amy, donc ce qui fait partie de l'agglomération. Tout à fait par hasard, moi j'habitais Paris, donc ça fait 20 ans que je suis là. J'ai déménagé à l'occasion du travail et je peux vous affirmer en effet que depuis 20 ans, rien n'a bougé dans le transport, malgré l'évolution de la population. Il y a beaucoup de gens qui sont venus et ont investi ici, ont acheté des résidences secondaires, des résidences principales, des résidences de location. Beaucoup de gens sont venus pour le travail. Donc, la population a évolué, mais les transports, pour moi, ils n'ont pas bougé, au contraire. Par exemple, aucun bus ne circule après 19 heures. Il y a madame, elle a souligné, il n'y a aucune harmonisation entre les bus. Ça m'arrive des fois, ça m'arrivait parce que maintenant je suis à la retraite, ça m'arrivait des fois de venir de Paris, d'attendre une demi-heure le bus, après venir à Mirabeau et d'attendre encore une demi-heure. Donc un trajet qui dure normalement 5 minutes, dure une demi-heure, plus les bagages, etc. Il y a 20 ans, j'étais toute seule qui descendait de Paris, peut-être 2 personnes. La dernière année, il y avait 3 wagons qui descendaient. Donc, le monde a évolué et les gens ils sont obligés de se déplacer pour le travail. Quoi qu'il en soit, Montargis, pour moi, je le vois comme Parisienne et Montargis, c'est une ville enclavée. Et ça, c'est volontairement par les élus. J'ai discuté avec les élus. Au départ, je me suis dit peut-être ils ne s'aperçoivent pas, etc. Parce que tout le monde ici a peur des Parisiennes, d'être envahis par les Parisiennes. Mais de toute façon, ils sont envahis. Et ils sont bien contents quand les Parisiens viennent ici investir, consommer, etc. Mais jamais ils ne pensent à leurs besoins. Donc, je pense que le problème principal de Montargis, c'est la gare. Parce que la gare et les transports peuvent être
la base d'un développement économique. Parce que c'est impossible de se déplacer à Paris par la voiture. On a tout essayé. Il y a des gens qui travaillent sur Paris, de plus en plus, beaucoup d'artisans, et ils sont obligés de partir à 4h30 ou 5h. Pourquoi? Parce que les trains sont trop chers. Et j'arrive au prix. Tout le monde sait, mais je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a une carte Navigo qui s'appelle à Paris et qui coûte 75 €, maintenant 73 € jusqu'à soupe. Donc, cet abonnement, c'est mensuel, donc par mois, 73 par mois, certainement que vous êtes au courant. Et que de soupe jusqu'à Montargis, il sont 20 km. Et que les élus ici auraient pu négocier avec Madame Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région parisienne, de prolonger cette carte de Navigo. Beaucoup de villes l'ont fait, même plus loin de 20 km. Même si le Navigo, ça coûte plus cher. Disons 100 € au lieu de 75, je pense que tout le monde aurait été content. Parce que le comble, c'est que tous les heures, il y a un train qui vient de Paris à Montargis. Donc le train, il vient à Montargis, il s'arrête à Montargis, mais le Navigo s'arrête à Soupe. Donc, deuxième, la gare, elle n'est pas adaptée ni aux handicapés, ni aux personnes âgées, ni aux personnes... je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui ne peuvent pas avoir accès. Donc, pour moi, la gare, en plus, il n'y a pas de sécurité, il n'y a personne quand on y va, c'est assez sinistre, elle est sale. Donc, pour moi, c'est un investissement prioritaire. Ensuite, donc, les bus ne desservent pas, je souligne que les bus ne desservent jamais des équipements indispensables pour le service public. Madame, elle a cité l'hôpital. Même si on a une voiture, si quelqu'un qui conduit la voiture tombe malade, sa femme, elle doit passer par Mirabeau et pour aller à l'hôpital. Donc, ça fait 2 heures de trajet aller, 2 heures de retour, à peu près une demi-journée. Donc, l'hôpital, pour moi, c'est vraiment très important, surtout que l'hôpital, il est à Ami. Mais pour aller d'Ami à l'hôpital, il faut passer par Montargis, etc. La piscine, elle n'est pas desservie. Même en partant d'Ami, oui. Ah oui, bien sûr, il faut passer par Mirabeau. Deuxième, la piscine, par exemple. Pour moi, la piscine, c'est un équipement qui est très, très important pour tout le monde. On parle toujours de la santé, etc., le développement, l'entretien. Mais il n'y a pas de bus pour aller à la piscine. Ou si on n'a pas de voiture, on ne peut pas. Donc, tout est conçu, vous avez bien souligné, je suis d'accord, tout est conçu ici pour la voiture, pour ceux qui ont la voiture. Concernant la gare, pour moi, j'ai beaucoup voyagé, même dans toute l'Europe. Moi, je pense que Montargis, c'est la seule gare où les bus n'y vont pas. Et pourquoi? Moi, je croyais qu'ils ne se rendent pas compte. Et c'est très facile que les bus arrivent. Ça suffit un détour de quelques minutes, par exemple, pour le bus. Non. Il y a un seul bus qui va à la gare. Il est derrière. Et ça, c'est pour protéger les intérêts des taxis. Moi, bien sûr que j'ai essayé de sensibiliser tous les élus, etc. Et il y a un élu, je ne le citerai pas, bien sûr, qui m'a dit, mais c'est pour protéger les intérêts des taxis. Mais ce n'est pas le même segment. Parce que ceux qui prennent les taxis ne sont pas les mêmes. Et j'ai vu des gens, des stagiaires, des jeunes, etc., avec les bagages qui circulent à pied, qui viennent à la gare. Donc pour moi, ça c'est le premier. Et je n'ai jamais vu en ville où les bus sont interdits de gare. Surtout que cette gare-là dessert tout l'est de Loiret pour aller à Paris. Et donc,
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire qui est responsable de transport à l'agglomération? Est-ce qu'il y a une élue qui est responsable de transport? Monsieur. Monsieur Schuller, et je finis avec ça, un peu d'humour. Le bus de Amilly 3, il passe à Amilly et il passe dans la zone industrielle pour contourner, mais il ne s'arrête pas à la zone industrielle. Donc, moi, j'ai travaillé 15 ans là-bas et j'ai vu beaucoup de femmes, comme la dame dit, avec le travail flexible, qui sont à pied, ils venaient la nuit, à pied, le matin, beaucoup d'étudiants. Et ils ne s'arrêtent pas parce qu'une étude a dit que ce n'est pas nécessaire, tout le monde a la voiture, etc. Mais le problème, c'est, s'il n'y a pas de bus, les gens se débrouillent, etc. J'ai fini. Merci. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Gérard Lelièvre, maire de Saint-Maurice-sur-Fessard, petite commune rurale de 1300 habitants, et vice-président à l'Aglo, en charge de l'urbanisme et donc du PLUI, HD, donc habitat et déplacement. Mais bien sûr, c'est pas moi le vice-président des déplacements, vous l'avez dit, c'est Monsieur Schuller. Hein. Mais bon, mais bien sûr, mais non, mais on est tous ensemble, hein, bien sûr. Alors, il a été dit beaucoup de choses. Je tiens à remercier déjà Monsieur Rasbon pour sa conférence, avec des propos très intéressants, hein. Bien sûr, un peu idéaliste, hein, bien sûr, évidemment, parce que ça, nous, tout ce que vous avez évoqué, on en est conscient, mais c'est pas facile de mettre ça en place. Mais il y a des grosses réflexions qui se font autour des déplacements, des pistes cyclables, parce que bien sûr, il y en a. On sait qu'il n'y a pas de continuité. Donc ça, c'est à voir entre les différentes communes. À chaque fois, maintenant qu'il y aura une piste cyclable, il faut s'assurer que la commune d'un côté va assurer la continuité, sinon c'est pas la peine. Il manque effectivement des garages à vélo, parce que c'est bien de faire de se déplacer, mais sécurisé, abrité, pourquoi pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc tout ça, on y pense. Alors maintenant, pour les bus, on est tout à fait d'accord qu'avec les liaisons avec les trains, donc ça, c'est sur la planche, c'est évoqué aussi avec la SNCF. Maintenant, pour que la SNCF, la gare, ne soit pas aux normes handicapées, c'est pas l'aglo, là. Hein. C'est la SNCF. Hein. L'aglo n'a rien à voir là-dedans. Nous, on est à l'extérieur de la gare. Hein. Donc là, il y a déjà une extension du parking qui va se faire derrière de plus de 80 voitures, parce que si vous allez à la gare, il y a beaucoup de voitures. Là aussi, il y a un problème de stationnement, parce que les gens, ils viennent à la gare très tôt le matin pour certains, tard le soir, effectivement. Alors, il y aura des bus qui vont desservir la gare, mais on ne pourra pas à chaque fois mettre un bus à tous les trains. C'est pas facile. Bon, il faudra regarder où il y a le plus de fréquences. Là aussi, nous avons à Montargis des grands bus. Alors là, il y a une question qui se pose. C'est un coût. Et des fois, vous voyez des grands bus où ils sont quasiment vides. Il y a des heures. Donc, ce qu'il faut, c'est diminuer, avoir des petits bus, revoir les fréquences. Les fréquences sont pas bonnes, on le sait. Il y a des arrêts parce que ce sont des circuits qui ont été faits il y a quelques années où il y avait de la population. La population s'est déplacée. Donc, on est en train de desservir des zones où il y a très peu d'habitations et d'autres où il y en a beaucoup et il n'y a pas de bus. Donc, tout ça, c'est à l'étude. Alors maintenant, les acteurs, bien sûr, c'est nous les acteurs, nous tous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est au mois de janvier qu'on doit prendre des décisions, bien sûr. Mais chaque collectivité, il y a 15 communes à l'agglo, et les maires ont reçu un questionnaire hein, qui devait être rempli. Donc, vous l'avez certainement fait à Chalette, comme moi je l'ai fait à Saint-Maurice-sur-Fessard. Maintenant, à vous, je sais que vous avez fait un gros travail à Chalette. Maintenant, au maire de chacune des communes, il faut reconnaître ce qui est bien, hein, je sais. Donc, au maire de chacune des communes, de présenter ça à la population et d'avoir des retours. Parce que je suis tout à fait d'accord, c'est nous qui devons amener plus on aura de retours, plus on pourra faire quelque chose plus proche des attentes de chacun. Alors, nous sommes les acteurs. Vous parliez tout à l'heure du commerce. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit, vous avez balayé. Hein. Il y avait les déplacements, mais aussi les commerces dans les centres. Mais là aussi, j'ai le cas dans ma petite commune, ma boulangerie vient de fermer. Je me bats pour la réouvrir. Mais c'est notre faute aussi. Il y a 1300 personnes, ils vont travailler sur Montargis. Ils prennent leur pain à Montargis, ils font leurs courses à Montargis, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Donc à partir de là, on est fautif. Et donc beaucoup de choses ont évolué comme ça. Les bus, il y a 40 ans, vous aviez des activités, Chalette, Amilly, où vous aviez des cars qui emmenaient le personnel le matin et le soir. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà plus le même nombre de personnes, ça s'est réduit.
En plus, il s'est créé, la société a changé, les horaires libres. Maintenant, on dit maintenant, le matin, vous commencez, je sais pas, de 7h30 à 9h. Le soir, c'est jusqu'à 4h. Donc là, il y a des horaires bloqués, puis après, c'est libre. Vous pouvez plus mettre de car, parce que maintenant, ben, ça arrive le matin sur 1h30 de plage, et le soir aussi. Donc tout ça est différent. Donc, il faut s'adapter. C'est pas simple. On y pense. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est juste. Mais bon, ça aussi, un coût. Ça coûte 3,5 millions à l'agglo. Hein. Le chiffre d'affaires de Keolis, je sais pas, mais ça coûte 3,5 millions à l'agglo. C'est ça qu'il faut. Mais alors, attendez. Bon, il y a une DSP pour dans un an. Donc, ça va être... Que... Mais bien sûr. Bon, alors, il y a une DSP qui va être lancée. Maintenant, il y a de la concurrence. On va en discuter. On en parle de tout ça. Ce n'est pas du tout voté. C'est pour fin 2018. Ça revient pareil. C'est un service public. On peut changer. Après, ça peut être privé. Et, oui, oui, mais alors ça, c'est très compliqué. On en discutera, mais c'est très, très compliqué. Alors, même dans les DSP, maintenant, tout à fait, tout à fait. Donc, maintenant, il y a de la... Je suis pas au transport, hein. Alors, je participe. Je vous l'ai dit. Non, on m'a demandé, j'ai reçu et j'ai voulu venir. J'ai voulu justement entendre et j'ai entendu de bonnes choses. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu venir. Ouais. Bon, il n'y a pas beaucoup d'élus ce soir. Mais oui, mais je sais qu'il est. Alors, s'il vous plaît, est-ce que monsieur Leyev peut finir? Oui, monsieur Leyev, terminez, s'il vous plaît. Je vais quand même terminer une chose. Terminez. Donc, on est dans le. Oui, donc après, je ne vais pas monopoliser le micro. On est dans un PLUI HD. Donc, on a fait le diagnostic. Il y a eu des réunions publiques dans 4-5 communes. Maintenant, on est au PADD. Et au PADD, c'est-à-dire pas plus tard depuis il y a 2 semaines. Expliquez les acronymes, pardon, parce que là... projet d'aménagement, développement... Plan local d'urbanisme intercommunal. Pardon, alors, PLUI HD, plan local d'urbanisme, PLU intercommunal et habitat déplacement. Et le PADD, c'est le projet d'aménagement développement durable. Donc on a fait, c'est dans l'UI ça. Donc on a fait le diagnostic pendant plus d'1 an. Il y a eu des réunions publiques et là on a fait le PADD qui n'est pas validé, qu'on l'a présenté dans 5 réunions dans différentes communes. Et au plus, donc il y avait de la publicité et au plus on a oscillé entre 6 participants à 22. Hein, je peux vous le dire. À Montargis, il y en a eu 6. Saint-Maurice, on a commencé par Saint-Maurice, peut-être de la chance, il y en a eu 22 ou 23, là un peu plus. Alors vous voyez aussi que les gens ne sont pas beaucoup mobilisés, hein, et pourtant on a fait de la publicité. Donc là aussi, on attend, c'est ce que je dis, c'est nous les acteurs, c'est nous tous, hein, parce que bien sûr on voit des choses, mais on voit pas tout. Et tout ce que vous avez évoqué, on l'a constaté, pour les transports, les liaisons, des fois de Chalette pour aller je ne sais où, il faut 1h30, vous l'avez, puisqu'il faut s'arrêter, c'est inadmissible ça. Donc après on prend plus le bus, mais bien sûr qu'on est d'accord. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Donc je m'arrête là, hein, voilà. Bonsoir, Maxime d'Aubigny. Donc j'habite à Villemandeur depuis 3 mois. Villemandeur, c'est une petite ville juste à l'ouest de Montargis, hein. Et je travaille à Gien, qui est à 40 km au sud. Alors j'ai habité pendant 15 ans à Lyon et là-bas j'avais pris le goût au vélo. Sachant que j'habitais dans un quartier qui était relativement mal desservi par les transports en commun, qui était très très voiture quoi, et bon ça me permettait d'aller beaucoup plus vite en fait à vélo qu'en voiture. Donc j'avais pris le goût au vélo à ce moment-là. Je sais pas si oui. Donc j'ai gardé un peu la volonté en tout cas de poursuivre mes déplacements en vélo ici. Donc pour aller à Gien, évidemment, en vélo, ça fait un peu loin, 40 km. Par contre, il y a la possibilité, évidemment, d'aller à la gare en vélo de Villemandeur, j'en ai pour un quart d'heure, et ensuite de prendre un train pour aller à Gien. Voilà. Sauf que, comme disait Lano tout à l'heure, la gare SNCF de Montargis est très mal desservie. Pour aller à Gien, il y a un train le matin, et puis un train le soir pour rentrer. Voilà. Donc il faut quand même être assez motivé. Pour être honnête, je le fais pas tous les jours, hein. Malheureusement, je suis contraint de prendre ma voiture pas mal de fois dans la semaine. Le problème de ça, en fait, c'est qu'on rentre un peu dans un cercle vicieux, parce que du coup, les horaires de train ne sont plus adaptés aux utilisateurs. Donc du coup, la SNCF dit, bah regardez, j'ai plus personne dans mes trains, donc je vais réduire les fréquences.
donc on réduit les fréquences, donc il y a encore moins de gens qui le prennent, et ainsi de suite. Voilà, donc du coup ma question c'est comment peut-on influencer les décideurs locaux, que ce soit élus locaux ou SNCF ou responsables de transport, etc., pour montrer quand même qu'il y a des gens qui sont intéressés pour ça, et que si l'offre était meilleure en termes que ce soit de transport SNCF, de bus ou d'aménagement cyclable, etc. Oui, voilà. Enfin, comment faire en fait pour influencer les décideurs de manière à ce que, on rentre dans un cercle un cercle vertueux, au contraire, qu'on augmente les fréquences de train, que les gens du coup prennent plus le train, prennent leur vélo parce qu'il y a plus d'aménagement cyclable adapté, etc., etc. Alors à Lyon, j'avais fait une pétition qui avait rassemblé 5000 signatures, qui avait un petit peu fait bouger les choses. Là, il y avait Gérard Collomb qui m'avait répondu qu'il allait faire avancer le sujet quand même. Bon, du coup, Collomb est parti à Paris, moi j'arrive ici, donc je ne sais pas trop ce que ça a donné maintenant. C'est dans quel quartier de Lyon? Le 5e, c'est les hauteurs de Lyon, Point du Jour, etc., si vous connaissez. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je voulais un petit peu avoir votre position par rapport à ça, comment faire avancer les choses, quoi. Cyril Darbier, je suis autocariste transporteur. Donc j'interviens pour la région et je suis aussi sous-traitant du réseau urbain. Effectivement, il y a une DSP qui arrive. Maintenant, il y a eu beaucoup de choses de dites. Je souhaiterais bien préciser les choses. La différence avec la région parisienne, c'est déjà une notion de financement. Le versement transport en région parisienne, toutes les entreprises cotisent et ces financements sont directement orientés pour le STIF, qui s'appelle le syndicat aujourd'hui qui a évolué, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, le syndicat des transports d'Île-de-France, le STIF qui finance autocars, autobus, les transports lourds, et ils sont en dehors de la loi d'orientation de transport intérieur qui s'appelle la LOTI, qui est celle qui régit tous les autres transports ailleurs en France. Donc c'est pour l'information des personnes. Et il y a une réelle différence dans le sens où les financements sont beaucoup plus cloisonnés, et on a bien vu cette différence entre la région et l'agglomération. On se retrouve donc avec des financements et des circuits de décision qui sont complètement déconnectés les uns des autres, avec à l'intérieur des divisions, comme on a pu voir des tensions, plutôt qu'une recherche d'une logique collégiale pour atteindre un objectif commun, et sachant que chacun tire un petit peu les draps à soi, c'est logique. Maintenant, on se retrouve sur ce cloisonné administratif, des financements qui sont parsemés, la solution de dire régie à la place d'un délégataire de service public, c'est longtemps exprimé. Seulement, l'expertise des gros opérateurs donc ont quand même des connaissances, des expériences, de choses qui ont fonctionné ailleurs et qui peuvent être appliquées ici. Il faut savoir qu'à Montargis, nous sommes un petit laboratoire, je vous le dis, pour Keolis, qui fait pas mal d'expérimentations, qui ne font pas payer et qui vont faire payer dans d'autres villes de France. Le paiement par SMS des titres, par exemple, le signalement du avance-retard qui peut avoir lieu à certains arrêts, tout ça, ce sont des expérimentations qui ont été mises en avant et pas du tout payées par soit l'impôt, soit les personnes qui travaillent dans le transport. Donc je voudrais pas être trop long parce que c'est un sujet très très vaste, sachant que c'est le cloisonné administratif, le cloisonné politique, le cloisonné de financement qui nous amène aussi dans une espèce d'écueil où effectivement le réseau de transport à Mélis qu'on connaît aujourd'hui, l'urbain ici, tire ses origines de quelqu'un qui était un privé, qui s'appelait Monsieur Simon, qui, avant la LOTI, avait déjà monté les 2 premières lignes, qui sont aujourd'hui la ligne 1 et la ligne 3, je crois. Et c'est lui qui l'a fait. Nous, au niveau des autocars, nous faisions des transports de salariés aux usines que les usines finançaient. Quand ils ont fait les CHCT et ainsi de suite, les réunions en entreprise, les personnes préféraient être dédommagées de leurs frais de voiture plutôt que de bénéficier d'un service de transport. Donc ce sont des choix qui ont été arbitrés il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, on en récolte les fruits. La solution qui pourrait apporter à Chalette et à pas mal de personnes serait de réellement
réinventer la circulation des autobus. Hein. Là, on parle de bus urbains dans la ville. Ce sont on va dire des ailes de papillon, voilà, qui peuvent aller et j'en ai parlé à droite à gauche, mais ça pas forcément. Et j'ai pas les moyens, moi, de répondre forcément à un appel d'offres. C'est entre 40 et 100 000 euros, hein, rien que pour répondre à un appel d'offres. C'est-à-dire, je mise pour voir. Et on peut vous dire du jour au lendemain, vous êtes trop cher, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est ambitieux si jamais je voulais y aller. Mais en tout cas, la solution existe. Ce sont des petites boucles interquartiers avec une armature centrale qui est sur la logique de l'axe des zones commerciales vers le centre-ville et justement avec la gare en pôle, où on peut effectivement ne plus avoir cette respiration, c'est-à-dire qu'on se retrouve tous à Mirabeau, puis on a les correspondances et on s'en va. Ces petites boucles, ce sont des pôles de correspondance intermédiaires, mais là par contre, c'est comment l'expliquer clairement aux habitants qui vont se retrouver. Moi, la ligne 1, je sais ce que c'est, ça va de tel endroit à tel endroit, et c'est clair. Le système de boucle est plus difficile et délicat à voir. Moi, après, ma question, c'était juste sur l'aspect touristique de toutes les villes de France et de Navarre qui souffrent de la désertification progressive. Au niveau du tourisme, il y a ce qu'on appelle des taxes de séjour de toutes les personnes qui viennent acheter louer une chambre d'hôtel la nuit. C'est complètement opaque ce qui se passe derrière, c'est-à-dire que ces budgets-là ne sont pas alloués à des objectifs premiers qui sont, si on est capable de bien recevoir les touristes, on va être capable aussi de bien donner un service aux habitants du secteur. Donc c'est très très vaste. Je crois qu'une soirée ne suffirait pas. Mais je suis à disposition d'en parler avec qui que ce soit, mais c'est beaucoup plus complexe que se dire il suffirait de mettre ça gratuit, il suffirait non, ce n'est pas le cas. Et la SNCF a sa responsabilité d'avoir effectivement laissé peut-être dépérir les installations. Merci. On a Monsieur Merget, Monsieur Merget, alors moi, c'est pas une question qui a déjà été abordée là. Non, en fait parce que c'est juste un petit, c'est parce que pour répondre là il y a beaucoup de questions. Mais allez-y rapidement, Monsieur le Maire, s'il vous plaît. Non mais je crois qu'on prendra un tour de parole. Mais c'est compliqué. C'est compliqué après de répondre et parce qu'il y a beaucoup d'interventions dans des domaines différents, donc il faut aussi pouvoir organiser la réponse. Hein, voilà. Oui, simplement, je reviens pas sur le fond. Moi, je suis d'accord. D'abord, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion. Je suis d'accord sur le fond avec un grand nombre de choses qui viennent d'être dites, et on pourrait aller sur plein d'autres problématiques. Là, on focalise sur le transport public, mais bon, on parle de mobilité évidemment, et on l'oublie pas, et tout ce qui implique la mobilité. Non, moi, je vais intervenir sur l'urgence. On est à un moment politique dans la renouvellement de la DSP où il y a peu de temps devant nous pour informer la population sur les enjeux de cette DSP et qui va nous engager pour 6 ans. Voilà, il y a un conseil d'agglo le 21 où il était prévu qu'on délibère sur ou non sur le mode de gestion, DSP ou autre mode de gestion, régie. Je pense que les interrogations suscitées et la réunion de ce soir le montrent autour de cette DSP fait que finalement, le 21, on ne débattra pas de ça. Et il y aura un conseil communautaire extraordinaire le 25 janvier pour débattre du mode de gestion et finalement arrêter dans la foulée le cahier des charges. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste peu de temps pour informer la population, mobiliser les citoyens autour des enjeux qu'il y a dans cette DSP et pour la délégation de service aujourd'hui, eh bien écoutez, il y a deux façons de gérer un service public. On l'a eu ce débat autour de l'eau. Malheureusement, il a été bâclé aussi. C'était l'eau ou le transport. Est-ce qu'on le gère en direct avec les moyens de la collectivité, humains, matériels, financiers, ou on en confie la gestion à un délégataire privé? Voilà. Et en l'occurrence, une DSP comme celle-là, le délégataire amène uniquement un savoir-faire, puisque tous les investissements, quasiment, sont à la charge de l'agglomération, comme dans la DSP
de l'eau. Donc, on a peu de temps pour mobiliser et surtout que l'agglo entende ce que veulent les citoyens, ce que veulent les habitants. C'est le sens aussi, c'est la raison pour laquelle on a lancé ces assises, pour écouter non seulement les usagers actuels des bus, mais, disons-le, 70% des usagers des bus, c'est un public captif. Les scolaires, les gens qui n'ont pas d'autres solutions. Or, nous tous ici, on veut que le bus soit un mode de vie, les transports, pas que le bus, mais toutes les formes de mobilité alternatives à la voiture, ça, c'est un nouveau mode de vie. Et pour remettre la voiture à sa juste place, parce qu'on a construit depuis 50 ans la ville autour de la voiture. C'est les plans d'occupation des sols avec les zonages. On a construit des immeubles sociaux où on a concentré les habitants à un endroit. On a construit des zones industrielles à un autre endroit, des zones commerciales à un troisième endroit, et on a construit des routes et des autoroutes pour relier tout ça. Voilà, au détriment des cœurs d'agglo, des cœurs de ville, des cœurs de village. C'est comme ça. Et c'est bien cette logique-là qu'il faut absolument remettre en cause et donc revoir nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de déplacement. Bref, le mode de déplacement, c'est aussi un nouveau mode de vie qu'il faut promouvoir. Bref, et pour cela, dans nos villes, dans l'agglomération, comme l'a souligné l'intervenant, on est dans une agglomération multipolaire. Les trois grandes villes ont la même taille. C'est pas la même chose quand vous avez une ville-centre d'agglomération qui totalise 70 ou 80% de la population. Là, on a trois villes équivalentes. Donc, le réseau, il doit tenir compte de ça. On a peu de temps. Moi, je vous invite donc, évidemment, à utiliser votre voix de citoyen et les voix que vous voulez pour continuer à recueillir l'avis des citoyens et la porter à l'agglomération, par exemple le 21 décembre, par exemple le 25 janvier, pour que les élus que nous sommes, Lise, Gabriel est là, Monsieur Lelièvre est là, je vais vous dire, on est peu entendu. Et les enjeux, ils sont énormes. L'agglo aujourd'hui, moi j'ai fait un comité de pilotage il y a une semaine, le président de l'agglo aujourd'hui n'est pas décidé à mettre un rond de plus dans cette DSP. Ce qui veut dire qu'on a nos trois lignes. La question de refondre le réseau, il est posé. Faut des moyens matériels, faut des moyens financiers pour développer les réseaux. Sinon, on va se retrouver avec à quelques aménagements marginaux près, avec le même système de bus qui ne répond pas à la demande des citoyens. Donc, on achète à peine un bus par an. On a un réseau qui vieillit. On a 8 bus. Il n'y a plus qu'à Montargis où ça roule. Rappelez-vous, c'était un peu comme à l'époque où on achetait les bus de la RATP. Hein. Donc, il y a besoin d'investir au moins dans 2 ou 3 bus par an pendant 5 ou 6 ans pour assurer le renouvellement et avoir un réseau moderne avec des bus qui correspondent aussi à l'ensemble des besoins. On n'a pas besoin que des grands bus, on a besoin de petits bus aussi qui répondent à la demande. Et on a besoin, si on veut développer l'usage des transports et tous les usages autour du transport collectif, on a besoin de mettre des moyens. C'est 5, 6, 700 000 euros qu'il faut remettre dans le pot. Et je pense que l'agglo a les moyens de le faire. Ce sont une question de choix politique et sans compter tout l'argent qu'il faut investir à côté pour mettre aux normes et rendre accessibles aux handicapés tous les lieux de transport en commun. Sur la gratuité, moi, j'ai un avis assez différent de l'intervenant. Je pense que la question de la gratuité, il faut la présenter au global. Voilà, il y a les coûts directs et il y a les coûts indirects. Voilà, la gratuité, ça a un coût parce qu'à un moment donné, rien n'est gratuit, ça coûte. Acheter des bus, payer des chauffeurs, faire des aménagements, ça coûte. Mais lorsqu'on doit construire des parkings en centre-ville, ça coûte aussi. Lorsqu'on doit aménager des parkings aériens ou souterrains, ça coûte. Des voiries, ça coûte. La pollution, ça coûte beaucoup plus. Donc, c'est des choix politiques. Et je pense aussi qu'on peut séréniser à un moment donné l'accès au bus. Mais en tout cas, la gratuité, elle ne peut pas fonctionner, ça c'est sûr, en termes d'usage et de pratique, si on gèle le réseau au nom de la gratuité, puisque
ça devient gratuit, on a moins d'argent. Donc, on ne fait plus rien. Et c'est sûr que si on fait la gratuité en ne bougeant rien, le réseau est voué à la mort. Donc, non seulement il faut porter des projets ambitieux. La gratuité, elle doit s'accompagner aussi du développement. Donc, il faut des moyens. Voilà. Luc Bellière. Donc, moi, je reviens plutôt au vélo parce que c'est une association de vélo. Donc, revenons au vélo. On a de la chance ici. On a un territoire qui est vraiment sympa pour le vélo, puisque tout le long du canal, c'est très bien fait. C'est un gros avantage. Donc, j'habite Sepois et je peux me rendre à Amilly ou Moulin-Bardin sans voir une voiture. C'est parfait. Le problème, c'est que moi, j'ai mon entreprise à Villemandeur, sur la zone industrielle. Et je peux vous dire que jusqu'à Montargis, c'est parfait. Et après, c'est galère. Parce que la rue du Vieux-Bourg, les voitures, la circulation, etc. Alors, de temps en temps, je bifurque un petit peu. Je vais plus par Durzy. Et puis, je prends les pistes cyclables de Villemandeur. Ah, si. Alors, voilà. Alors, il y en a. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça des pistes cyclables. Parce que c'est une ligne de peinture intermittente qui délimite la partie la moins carrossable de la route, qui est réservée aux vélos. Et qui est donc très dangereuse. Donc je roule en dehors de la piste cyclable, bien sûr. Voilà, donc c'est bien de vouloir faire des choses, mais faut vraiment les faire, quoi. Faut pas les faire à moitié. Alors bonjour, Marc Monchon. Non, mais il n'y aura pas de réponse. Je répondais à Monsieur Beaumont. La gratuité des transports, oui, ça a un coût. Et la gratuité des transports, c'est des contrôleurs en moins. C'est des chauffeurs qui ne se font plus agresser parce qu'ils doivent faire du contrôle en même temps qu'ils font la montée de bus. Et ils sont uniquement axés sur la conduite des bus. Donc la gratuité, on y gagne en coût d'accident du travail, en coût de contrôle et en coût de billetterie. Parce que la billetterie coûte extrêmement cher. Donc la gratuité du transport, c'est un gain pour tous. Et ce qui permet d'investir en humain, ce qui permet d'investir en moyens matériels. Merci, oui. Je suis désolé, je suis dans l'incapacité absolue de répondre à tout. Et tant mieux. Parce que ça veut dire que le débat a commencé. Ça veut dire, et je suis ravi d'être un prétexte, je suis ravi que, plutôt que la réunion que vous avez organisée conjointement soit un prétexte pour qu'il y ait ces discussions, parce que très franchement, je suis pas compétent pour tout. L'autocariste, dont j'ai oublié le nom, a dit des choses tout à fait passionnantes, différentes personnes aussi, les élus aussi. Bon, 2-3 choses quand même que j'ai notées et qui me semblent intéressantes. Alors, il y a d'autres gares, il y a d'autres villes comme ça où la gare n'est pas desservie par les bus. Alors là, j'ai compris qu'il passait derrière quand même, il n'était pas devant. Effectivement, quand je suis passé devant, j'ai pas vu de bus, c'est vrai. C'était le cas à Dole, dans le Jura, jusqu'à il y a pas quelques années, les bus n'avaient pas à la gare. Et c'est le cas à Clermont-Ferrand, il y a des bus, mais il n'y a pas le tram. Il y a le tram, mais il va pas jusqu'à la gare. Une chose qui va peut-être vous faire plaisir. C'est un amendement ou une discussion, je ne sais pas comment, une contribution qui a été faite par le Parti communiste aux assises de la mobilité qui sont en train de se dérouler, dont la conclusion sera annoncée demain, puisque ça se déroule donc la journée à Paris. Et à cette occasion-là, le Parti communiste, le groupe communiste à l'Assemblée nationale, donc Henri Wulfranc, qui est député de Seine-Maritime, a fait la proposition suivante, qui est en fait de proposer des taxes. Pas étonnant, mais des taxes qui m'ont semblé, pour certaines en tout cas, intéressantes, et une qui est de déplafonner le versement transport. Le versement transport, c'est, vous l'avez dit un petit peu, mais c'est cet impôt que payent les employeurs, qui est assis sur le nombre de salariés et qui ensuite est fléché pour les transports publics. Et aujourd'hui, il est plafonné, donc l'idée c'est de le déplafonner, de permettre à certaines collectivités, soit région, soit département, soit plutôt région en l'occurrence, ou agglo, de l'augmenter davantage. Et puis il y a une chose qui me semble très intéressante, c'est défendu par Jacques Baudrier, qui est conseiller de Paris du Parti communiste, qui avait défendu ça d'ailleurs il y a quelques années, donc à Île-de-France Mobilité, qui est donc le syndicat des transports d'Île-de-France, et ça avait été adopté à l'unanimité par le syndicat des transports d'Île-de-France, donc c'est une idée qui est venue du PC, mais qui a été adoptée à l'unanimité, qui est de taxer les parkings d'hypermarchés pour flécher ensuite cet argent pour les transports publics. Ils l'ont fait en Île-de-France, et ils proposent de le faire au niveau national. Et là, je suis très content de voir ça.
enfin, on fait le lien entre la question de l'étalement urbain et la question de la mobilité. Et l'idée, c'est l'argumentaire qui est publié, je l'ai mis sur mon compte Twitter aujourd'hui, mais qui est annoncé par Henri Villefranc, c'est de dire, aujourd'hui, on a beaucoup de discours dans le cadre des assises de la mobilité, la priorité au transport du quotidien qui a été énoncée par le président de la République, la mise des transports, qui le répète régulièrement, etc. Mais il y a finalement peu de fléchage d'argent et des discours sans argent, on n'y arrive pas. Et ils disent, là, on a la possibilité de faire les deux et de prendre des sous clairement et de dire, il y a des activités qui ont sans doute une pertinence, mais qui ont également des nuisances très importantes, eh bien, on les taxe davantage et on avantage la mobilité. Alors, ils appellent ça la mobilité durable. Bon, effectivement, je suis pas très slogan, mais enfin, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment les transports publics et le vélo. Et évidemment, après, ça suffit pas de mettre de l'argent, mais sans argent, c'est un peu compliqué. Le vélo, c'est tout à fait, c'est peu coûteux par rapport à toute une série de politiques, mais ça coûte pas rien non plus, parce que si on dit on a 0 pour le vélo sous prétexte que ça coûte trop cher, on fera rien parce qu'il y aura toujours le prétexte, ça n'intéressera personne non plus. Même dans les services, parmi les élus, ah non, un truc à 0 € ou à 100 € par an, ça intéresse personne. Par contre, un truc avec un certain budget et avec une ingéniosité, etc., ça commence à intéresser les gens, et puis avec assez peu d'argent, on peut avoir une efficacité redoutable. La Fédération des usagers de la bicyclette, donc le lobby vélo, on peut dire ça, qui regroupe 250 associations locales, dont Vélov ici, a demandé 200 millions d'euros par an au gouvernement pour lancer des infrastructures, pour lancer surtout ce qu'ils appellent un appel à projet. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'un certain nombre de villes se portent candidates pour faire des infrastructures vélo de A à Z, et d'un bout à l'autre, ou de A à V pour l'agglomération ici, mais c'est donc l'idée, c'est de les agglomérations qui se porteraient candidates serait financé pour faire l'ensemble de ce plan vélo. Je ne sais pas si Montargis le ferait en l'occurrence, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant. Et alors, il y a une autre chose qui va moins vous faire plaisir, je suis désolé, mais je pense que je vais citer votre phrase, monsieur le maire de Chalette. On a fait du zonage depuis 50 ans, on a fait du tout voiture, il faut revoir nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de déplacement. Je vais dire ça vendredi au maire de Saint-Martin-d'Air, dans l'Isère, qui est de votre parti et qui veut faire un nouveau centre commercial à Saint-Martin-d'Air, alors que l'ensemble de l'agglomération, c'est assez compliqué à Grenoble, mais le maire écolo de Grenoble, les élus de droite de l'agglomération et puis le front de gauche sont contre, mais le PC est pour et le PS pour l'instant est en train d'hésiter. Donc je vais expliquer que voilà, le maire est pour, mais il est soutenu par les autres. Saint-Martin-d'Air, mais il est soutenu par, vous connaissez sans doute la situation de Grenoble, celui de Fontaine et celui de je sais. D'accord, mais je leur dirai. Oui, mais je leur dirai aussi. Vous avez, oui, c'est très intéressant, mais voilà. Donc je leur dirai aussi, voilà. Je pense qu'il y a simplement, je reviens sur l'histoire de gratuité aussi. À Sens, dans Lyon, il y avait la gratuité pour les scolaires, mais seulement en période scolaire. C'est logique, on part du principe que ça doit être gratuit pour quand ils vont à l'école. Résultat pratique, dès qu'ils étaient en vacances, ils sont quand même en vacances à certains temps, mais ils prenaient plus le bus parce qu'il fallait payer et que les parents voulaient pas leur. Donc là, ils ont changé ça. Ils ont dit on fait payer les collégiens. Par contre, c'est tout le temps. Ils ont un tarif préférentiel quand même assez bas, mais par contre, ils peuvent le prendre tout le temps. Et donc, ça veut dire qu'ils le prennent, le bus, y compris pour, pendant les vacances, aller faire autre chose, se croiser, etc., etc. Et ça me semble plus intelligent, plus incitatif, parce qu'il faut faire aussi aimer les transports publics et amener les gens à les utiliser, pas seulement pour le travail, à les utiliser, avoir ce réflexe transport public. Merci. Merci. Je voudrais prendre la parole 2-3 minutes pour ne pas conclure. D'abord, j'ai été titillé un petit peu en tant qu'historien. J'ai juste une petite remarque à propos des voies ferrées désaffectées du 19e siècle. Il y a une chose qu'on a oubliée à propos du 19e siècle, c'est le prof d'histoire géo qui parle, c'est que au moment où on a développé les voies ferrées, on a tué la marine, c'est-à-dire la marine le long des canaux, des voies d'eau, et il y a une activité de marinier qui a disparu. Quand à un moment, on pense le tout voie ferrée, ça peut être aussi, même des fois, on a parlé de voie ferrée électorale, voilà. On a aussi on a accéléré l'exode rural. Il y a des campagnes qui se sont vidées. Peut-être que ça devait se faire, ça s'est fait plus vite. Mais voilà. À un moment, on pensait
le tout voie ferrée. À un moment, on a pensé le tout voiture, etc. J'espère que demain, on va pas penser non plus le tout vélo. Voilà. Donc, on n'est pas dans le tout vélo non plus. On a des choix, et je voudrais réfléchir un petit peu sur la politique, sur les choix qu'on a à faire aujourd'hui, à Montargis comme ailleurs. On a des choix politiques à faire, et ces choix politiques, eh bien, c'est arbitrer sur des contraintes et sur le temps. Et le temps qui, pour certains, nous est compté. Monsieur le maire de Chalette nous a dit, voilà, c'est urgent, c'est maintenant, c'est dans un mois. Et puis, c'est à moyen terme, à long terme, voilà. À chacun de percevoir ces différentes échelles de temps, et pas seulement les échelles de quartier, mais les échelles de temps sur lesquelles on peut s'inscrire, voilà. Je ne veux pas conclure, je veux donc vous inviter à ce que on puisse se retrouver, et pourquoi pas tout de suite maintenant, autour d'un livre qui est là et qui vous attend et qui vous tend les bras si vous voulez l'acheter. Je crois que vous avez peut-être eu un intérêt. Voilà, pour l'acheter. Les libraires du Hérisson attendent depuis tout à l'heure et vous le proposent. On peut se retrouver aussi autour d'un verre parce que la séance aujourd'hui, ça nous a coûté un petit peu aux deux associations. Ce que l'on propose, et puisqu'on utilise gratuitement cette salle, tout simplement, c'est de prendre une consommation au bar qui est à côté, de façon, et puis on peut échanger autour d'un verre, bien sûr, et puis échanger aussi sur ce que l'on veut faire. Pourquoi pas une association, certains ont parlé de pétition, d'autres d'associations, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, des choses et des échanges peuvent se faire là, maintenant, puisque le débat a commencé, hein, voilà. Et c'était bien l'objectif, c'est bien pour ça qu'on vous a fait venir. Tu voulais prendre la parole ? Oui. Le président, je ne sais pas s'il est Édouard. Oui, parce que du coup, j'ai essayé d'intervenir, mais comme les débats étaient riches, je vous ai laissé parler. Du coup, juste, parce que j'ai entendu du coup toutes vos remarques, ça me faisait penser à un film, justement, puisque comme l'a dit Olivier Rasmont et Paul-Olivier Masson, c'est un problème qui n'est pas uniquement local, mais qui est global dans toutes les villes de France, à peu près de taille moyenne ou d'autres. Ça me fait penser au titre d'un film qui est plutôt tourné sur l'agriculture et sur le bio, mais qui est Solution locale pour un désordre global. En fait, le problème est global, mais c'est à nous aussi de trouver la solution au niveau local à ce problème de mobilité. On est bien dans un problème de mobilité au sens large et pas uniquement de transport public, parce que c'est surtout là-dessus qu'on a axé le débat. Mais comme il a été demandé tout à l'heure, qui est l'organisme à qui il faut s'adresser en question en matière de transport? C'est l'agglomération, mais à partir du 1er janvier, ce ne sera pas uniquement en matière de transport, en matière de mobilité, puisqu'on passe d'une autorité organisatrice des transports à une autorité organisatrice des mobilités au sens large. Donc y compris les mobilités douces, piétons, cycles, personnes à mobilité réduite, etc., etc. On a parlé des discontinuités cyclables, on a parlé des discontinuités pour les piétons, mais aussi pour les bus. Le problème que voilà, le bus dessert pas forcément la gare, ou alors le problème aussi pour ceux qui ne sont pas du coin, je pense à Olivier Rasmont, c'est que le bus qui dessert la gare dessert aussi l'hôpital, et que du coup, quand on est à la gare, si c'est la ligne qui va après l'hôpital, faut attendre celui qui va dans l'autre sens pour aller en ville. Et ça, c'est dû au point de rupture, parce que les points de rupture, c'est quoi finalement? C'est que sur notre territoire, on a principalement nos voies de déplacement qui sont réfléchies sur un axe nord-sud, en fait. Et du coup, on a la vallée du Loing, on a la départementale, on a la voie ferrée. Et du coup, à chaque fois, on a des points de rupture parce que tout est centralisé sur quelques ouvrages, des ponts, généralement. Et du coup, tout passe par ces ponts. Et du coup, la bourg de Chalette est généralement toujours plein aux heures de pointe parce que c'est un des seuls endroits où on peut pas aller de l'est à l'ouest de l'agglomération. Et donc, il est vraiment important qu'on résorbe ces points de rupture, voire qu'on crée de nouveaux points, du coup, de traversée de toutes ces zones blanches pour l'instant. Donc voilà, et donc un des problèmes qui n'a pas vraiment été abordé, mais qui est quand même revenu de manière plus ou moins évidente, c'est aussi l'intermodalité. Le problème que à chaque fois, quand j'arrive à la gare, j'ai pas forcément un bus qui m'attend pour aller en ville quand le train arrive, alors que pourtant il y en a pas un toutes les 5 minutes, hein, voilà, plutôt un par heure. Donc du coup, si on pouvait avoir au moins un bus qui nous ramène quand le train arrive en gare jusqu'en centre-ville, ce serait l'idéal. Le problème aussi, que tout est centralisé sur Mirabeau à l'heure actuelle. Alors que si on avait au moins 2 petits pôles d'intermodalité un peu plus réduits, mais sur Chalette et sur Amilly, où de ces points de centre, on aurait des bus, des navettes gratuites, ou alors des navettes qui rayonnent, comme c'est le cas actuellement depuis Montargis, mais depuis les cœurs de ville, vers le Vézine, vers Saint-Gobain ou autre, et puis à l'inverse Amilly, vers Gros-Moulin, etc., de manière à pas tout centraliser sur Mirabeau qui sature à l'heure actuelle. Voilà. Donc je pense que c'est pas mal de réflexions à avoir. Nous on travaille du coup, et c'est aussi pour ça que Vélo Véla, on n'est pas uniquement là pour accompagner et faire des balades à vélo ou des véloparades comme vous avez la photo sur le diaporama à côté de moi. On est là aussi pour accompagner les élus, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec l'agglomération sur le PLU-IHD, plan local d'urbanisme intercommunal, plan local de l'habitat et de déplacement, maintenant on le connaît, ou sur le PAD, le projet d'aménagement de développement durable, pour lequel on a rédigé un document de 30 pages qu'on peut pas rendre public pour l'instant parce qu'il révèle des choses
top secrète. Donc, tant que le document ne sera pas rendu public, on ne pourra pas en parler. Mais voilà, il est vraiment important aussi d'accompagner les élus, car nous, on part du principe qu'ils sont tous de bonne volonté. Il n'y a pas forcément de mauvaise foi, même si on pourra en douter quelquefois. Mais voilà, nous, on est là aussi pour les accompagner parce que on a une expertise qu'on estime une expertise d'usage en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant que personne à mobilité réduite, que n'ont pas forcément les élus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment important de dialoguer avec eux et de venir à des réunions comme celle du 18 décembre prochain à Chalette ou à celle d'aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges riches et beaucoup d'intervenants, élus, transporteurs, citoyens lambda, citoyens du monde, quoi, et autres personnes associatives. Et c'était vraiment très intéressant. Donc le débat continue en off après et éventuellement à Chalette le 18. Et pour les autres, ça peut être sur les réseaux sociaux ou de manière informelle un peu plus tard. Voilà. Merci en tout cas à tous. Merci.